juste mettre ça un petit peu comme ça. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc bienvenue sur pour cette conférence sur l'énéagramme, les 9 profils de personnalité. Alors l'énéagramme, c'est vraiment un outil extraordinaire que je connais déjà depuis quelques temps, que j'ai découvert tardivement dans les outils de développement personnel, même si je fais du coaching et de l'accompagnement. J'avais un petit peu de mal au début à m'intéresser à cet outil parce que j'ai toujours considéré que chaque être humain était différent et unique. Et le principe même de 9 profils de personnalité, c'était quelque chose à la base sur lequel j'avais des a priori. Ça me gênait, en fait, ça me gênait de me dire qu'on allait mettre les gens dans les cases. Et du coup, j'ai mis longtemps à m'y intéresser. Et en fait, effectivement, donc je commence tout de suite par ça. Donc, c'est 9 types de fonctionnement. Mais bien sûr, chaque personne est unique dans sa façon d'être, dans ses goûts, dans sa vision du monde. Mais effectivement, on va retrouver 9 types de fonctionnement qui sont autant parfois des atouts, mais aussi parfois autre chose que des atouts. Ça peut être aussi des mécanismes qui nous amènent à reproduire des schémas dont on ne veut pas du tout. Donc c'est un outil assez intéressant. Alors, énéagramme, gramme veut dire donc point, énéa c'est 9, donc 9 points, 9 types de personnalité. Un outil qui est d'abord à la base un outil de spiritualité, puisque à la base dans l'énéagramme, c'était un travail qui était fait au niveau spirituel pour dire quels étaient les 9 pièges qui permettaient aux chercheurs spirituels, enfin qui lui permettaient, qui apportaient des obstacles aux chercheurs spirituels par rapport à ce à quoi ils s'identifiaient ou quelles étaient ses préoccupations mentales qui faisaient qu'il ne pouvait pas connecter à qui il était vraiment dans son soi. Donc ça, c'était vraiment la base de cet outil. Ensuite, c'est un outil qui s'est fait connaître, qui a été amené aux États-Unis, notamment beaucoup sur la côte ouest, en Francisco. Et il y a eu un psychiatre qui s'appelle David Daniels. Il y a eu qui se sont dit, il y a des chercheurs au niveau psychiatrique qui se sont dit, et surtout Claudio Naranjo qui a beaucoup fait d'études sur les névroses et qui a dit c'est quand même hallucinant parce que cet énéagramme, ça nous donne vraiment les principales névroses que les personnes ont et ça donne vraiment des outils super. Donc ils sont intéressés aussi au niveau psychologie. Et puis après, ça s'est développé au niveau du monde du coaching, du monde aussi de l'entreprise. Alors dans le monde de l'entreprise, j'aime toujours dire que le piège un petit peu de l'énéagramme, c'est que le piège le plus gros, je trouve, c'est que c'est un outil qui marche très très bien. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est un piège? Parce que quand on connaît l'énéagramme, on a vite fait d'avoir envie d'aller typer. On appelle ça typer, les personnes qu'on connaît, avec qui on travaille, et du coup de les mettre dans une case et de se dire tiens, pour tel poste dans tel métier, il faudrait plutôt un profil qui soit de ce type, de ce type, de ce type. Et ça, c'est absolument pas vrai. Parce qu'en fait, tout le monde peut faire, je dirais, tous les métiers à partir du moment où les personnes vont développer certaines compétences. Et au contraire, si une personne s'enlise dans, je dirais, ses facilités, ce qui correspond à sa personnalité, du coup, ça ne va pas forcément non plus lui rendre service, puisque aussi dans la vie, on est là pour explorer un petit peu nos différentes facettes et explorer la vie à travers différents fonctionnements. Voilà. Du coup, je vous vois, vous voulez… Ah, ok, sinon il y a des places devant. Voilà, donc je vais vous faire d'abord un petit résumé très très simple des profils et puis je reviendrai plus en détail après. Alors, est-ce que tout le monde voit le petit schéma à peu près? Non. D'accord, je vais le mettre comme ça. Alors, on a donc 9 profils. On a le perfectionniste. Donc, le perfectionniste, sont des personnes qui sont, comme son nom l'indique, attirées par le fait que les choses soient correctes, le travail qui est bien fait, que les choses soient vraiment justes. Donc, perfectionniste qui accorde beaucoup d'importance aux détails. L'altruiste va être quelqu'un qui va être, comme son nom l'indique, beaucoup amené à vouloir aider les autres et à leur faire plaisir notamment et à leur rendre service. Le battant, le profil 3, c'est un profil qui est plus, comme son nom l'indique, quelqu'un qui est battant, qui va aimer relever des objectifs, des challenges, des défis, qui va aimer la réussite.
l'image sociale aussi. Le 4, le romantique, ça va être un profil de personnes qui aiment l'originalité, qui aiment la différence, ce qui est un petit peu hors norme. Ce sont des personnes assez sensibles aussi par tout ce qui est artistique et tout ce qui est de l'ordre de la beauté. Les observateurs sont des personnes qui sont généralement un peu plus en retrait, qui sont assez analytiques, ils arrivent bien à observer beaucoup d'informations, à prendre les informations, à relever beaucoup de détails, et des personnes qui vont plutôt apprécier la solitude et le fait de se retrouver seul pour analyser et en retrait. Le loyal, on dit aussi le loyal sceptique, sont des personnes qui sont assez intuitives et qui sont assez orientées sur tout ce qui va être de l'ordre de la sécurité. Prévoir les risques, anticiper les dangers éventuels. Donc souvent des personnes assez prudentes, mais qui peuvent aussi, on le verra, qui peuvent aussi sur des coups de tête faire des choses complètement imprudentes. On le verra aussi. Le 7, l'épicurien, des personnes qui sont attirées par tout ce qui est la recherche de plaisir. Donc la nouveauté, le plaisir, voilà, le fun, s'amuser, et qui sont vraiment gourmands de faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Le 8, profil 8, c'est le chef, on peut l'appeler aussi le protecteur. Donc des personnes qui sont plutôt voilà, de bons leaders en général, des gens qui sont assez cash, qui arrivent bien à diriger, des bons dirigeants, et qui peuvent être attirés par les excès. On va le voir après. Et enfin, on a le médiateur. Donc le médiateur, là, ça va être des personnes qui sont plutôt calmes. On reconnaît médiateur vraiment dans leur langage, ils sont plutôt calmes, parfois un peu sur la réserve aussi. Et ils vont du coup aimer vraiment apporter la paix, la sérénité, prévenir les conflits et faire en sorte que les gens puissent bien s'entendre et qu'il n'y ait pas de dispute ou de conflit. Là, je fais vraiment un tour très global. Pendant cette présentation que vous allez avoir ce soir, l'un des pièges quand on ne connaît pas l'énagramme, c'est qu'on a envie, on se reconnaît un petit peu partout. Et quand on voit les profils, on dit « Ah, ça y est, ah bah ça doit être moi alors, parce que je me reconnais bien. » Et en fait, il est fort probable, et même je pense que ça c'est une bonne chose, que vous repartiez d'ici en vous disant « Ah, je pense que je suis de ce profil », mais en étant un petit peu perdu à vous dire « En fait, non, je me retrouve un peu partout, je ne sais pas vraiment quel profil je suis. » Et si ça vous fait ça, ben, j'ai envie de dire « Tant mieux ». Puisque le but de l'énagramme, c'est un outil à la base qui était un outil spirituel et qui est un outil d'observation de soi. Et c'est par l'observation de soi et par la connaissance de ces 9 profils qu'on arrive à un moment donné à vraiment voir quel est le schéma qui est le plus dominant dans sa personnalité. C'est un outil, l'énagramme, de par cette observation de soi. Moi, je peux vous en témoigner. Pendant 6 mois, je m'étais trompée sur mon profil. Je croyais que j'étais d'un certain type. Et puis au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que, en fait, non, je m'étais trompée, j'étais un autre type, que je ne voulais pas d'ailleurs. Je disais non, mais ça c'était moi quand j'étais jeune, mais j'ai changé. Mais effectivement, quand une personne fait du développement personnel, on change, on évolue, mais la racine de notre type ne bouge pas. C'est quelque chose qu'on garde avec soi quand même toute notre vie. Qu'est-ce qui fait aussi qu'on a du mal à trouver vraiment son type et à l'admettre? C'est parce que l'avantage de l'énéagramme, c'est que ça va donner un coup d'accélérateur par exemple à une thérapie. Pourquoi un coup d'accélérateur? Parce que comme ça explique très bien les fonctionnements des types, quand on s'est trouvé, on arrive vraiment à savoir avec précision quelles sont les zones d'ombre sur lesquelles on va pouvoir vraiment travailler. Alors peut-être que si on n'avait pas eu cet outil, on aurait peut-être mis 10 ans avant d'arriver à vraiment se connaître et arriver à pouvoir mettre de la lumière sur certaines parties de soi. Donc ça, c'est vraiment l'avantage, c'est que c'est un coup d'accélérateur génial. De mon point de vue, c'est un des outils le mieux pour arriver à comprendre un fonctionnement. Avec un autre outil que j'aime beaucoup pour tout ce qui est analyse, c'est l'analyse transactionnelle aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. J'apprécie beaucoup cet outil aussi, bien que l'analyse transactionnelle apporte une dimension d'ordre transactionnel, c'est-à-dire d'ordre relationnel. Qu'est-ce qui se passe dans un groupe, qu'est-ce qui se passe dans la communication. L'énéagramme, ça va vraiment apporter la lumière sur un fonctionnement personnel. Donc un gros coup d'accélérateur et en même temps,
un tel accélérateur et une telle lumière sur nos zones d'ombre que honnêtement, quand on en prend conscience, ça fait un premier effet qui se coule. C'est waouh, c'est génial, c'est intéressant cet énagramme. Et deuxième effet qui se coule, c'est on a l'impression c'est assez déstabilisant aussi. C'est-à-dire que pour vous faire mon petit témoignage personnel, j'ai mis 6 mois à penser que j'étais un autre profil et finalement ça ne me dérangeait pas trop parce que ça me permettait de travailler sur des choses qui n'étaient pas si importantes. Et quand j'ai vraiment identifié mon vrai profil, là par contre j'ai dû mettre 2 semaines pour m'en remettre sans mentir parce que ça m'a réveillé certaines blessures que j'avais un petit peu enfouies. Donc ça c'était l'effet pas très sympa. Assez perturbant, et pour avoir animé déjà des stages sur l'énagramme, les personnes qui font les stages repartent souvent des fois un peu perturbées avec une petite période qui peut être déstabilisante. Et en même temps, c'est en ayant pu voir de près les fonctionnements dans lesquels on est qu'on peut faire un vrai travail du coup pour s'en sortir, d'où l'accélérateur thérapeutique. Donc ça je dirais c'est pour soi. Et l'autre aspect qui va être intéressant, c'est de pouvoir comprendre son entourage. Et ça, c'est génial parce qu'il y avait des fonctionnements que je ne comprenais pas du tout autour de moi, que ce soit au niveau famille, couple, etc. Et l'énagramme m'a permis de comprendre par la compréhension des mécanismes des différentes psychologies comment mes proches fonctionnaient et du coup comment je pouvais moi prendre les choses personnellement. Si par exemple il y avait des choses qui me heurtaient ou je comprenais que c'était plutôt un fonctionnement qui était différent du mien et aussi qui m'a permis aussi de pouvoir m'adapter. Et dans mon travail, c'est vrai que, alors j'ai une casquette de coach et une casquette de formateur aussi, plus en tant que formateur parce que j'ai affaire à des groupes, le fait de connaître l'énagramme et d'arriver à pouvoir avoir des idées sur quels sont les types des élèves que j'ai, ça me permet de pouvoir vraiment m'adapter sur la pédagogie, m'adapter à leurs besoins. Et quand je fais du coaching en entreprise, c'est vraiment intéressant aussi de pouvoir du coup, quand il y a un problème conflictuel quelque part, comment on fait pour régler ça? Je vais sur le terrain, je regarde un petit peu et ça permet de pouvoir manager aussi différemment, en tout cas apporter une aide sur le management qui va être différente. Voilà un petit peu les différents aspects. Et donc cet énagramme, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça va nous dire qu'on a, avant d'aller voir vraiment les profils, qu'on a 3 centres. Et c'est ça d'abord qui va être vraiment intéressant à comprendre et à regarder. C'est que l'être humain, on va avoir 3 centres. Donc, on va avoir un premier centre qui va être un centre mental. Donc, tout ce qui est de l'ordre des idées, l'activité mentale. On va avoir un autre centre qui va plus être un centre émotionnel. Donc les émotions, la passion, le cœur. Et un autre centre qui va être un centre instinctif. Et là, ça se passe instinctif. Ça va se passer au niveau du ventre. Donc l'énergie, le centre mental, l'énergie passe en premier chez les profils qui ont un centre mental plus fort. C'est les idées qui vont arriver en premier, la réflexion, l'idée. Chez les profils qui sont plus dans l'ordre émotionnel, ben là on va avoir beaucoup plus l'émotion qui va donner une information. La personne va réagir à son émotionnel et après elle va réfléchir et elle va agir. Et on a les instinctifs qui eux, ils agissent et ils ont réfléchi après ou ressenti après. Alors, pour vous donner une petite idée d'abord, on va retrouver chez les profils 8, 9, 1 le centre effectivement instinctif, chez le chef protecteur, médiateur et perfectionniste. Les 2, 3, 4 sont des profils qui sont beaucoup plus dans l'émotionnel. Et les 5, 6, 7 sont des profils qui sont beaucoup plus dans le centre mental. Je n'avais pas prévu de parler de ça ce soir, mais si je vais faire le petit lien. Au niveau des émotions, on va retrouver chez le 8, 9, 1 la colère qui va être un peu plus prédominante dans la vie de la personne. Les 2, 3, 4, ça sera tout ce qui est en rapport avec la tristesse. Et les 5, 6, 7, plus en rapport avec la peur. Voilà, pour vous faire une petite idée.
Dans l'énéagramme, je ne rentrerai pas trop là-dedans non plus, mais on va avoir dans le filtre mental ce qui va être vraiment l'idée fixe, c'est-à-dire ce que la personne capte dans son profil. Parce qu'on a quand même tous les trois centres avec une prédominance quelque part, hein, d'accord, selon ce que je vous ai dit. Mais on a quand même les trois aspects. Chez les filtres, donc dans l'aspect mental, ça va être tout ce qui au niveau mental va capter notre attention. C'est-à-dire quand vous arrivez dans une conférence, quand vous êtes rentré dans la pièce, qu'est-ce que vous vous êtes dit en premier? Est-ce que par exemple vous vous êtes dit tiens, l'écriture n'est pas très jolie, ça pourrait être écrit mieux par exemple, ou les chaises pourraient être mieux rangées, par exemple des choses comme ça, ou j'espère prendre les notes pour bien avoir pu vraiment retenir ce qui est important. Est-ce que vous vous êtes dit ah je viens ici comme ça me permettra de pouvoir peut-être mieux comprendre les autres? Est-ce que vous vous êtes dit ah je viens ici parce que ça va me donner un objectif de compréhension qui me permettra d'être plus efficace? Est-ce que vous êtes venu ici en vous disant « Ah, je vais apprendre quelque chose qui va peut-être avoir du sens et qui va peut-être être passionnant à découvrir ?» Est-ce que vous êtes venu ici en vous disant « Ah, je viens ici pour vraiment avoir de l'information et il vaut mieux… » C'est pas mal d'avoir des choses à comprendre parce qu'on peut mieux s'adapter. Est-ce que vous êtes venu ici en vous disant « Je vous fais le petit tour hein, des filtres mentaux » en vous disant ah, si au moins je connais comment les gens marchent autour de moi, je pourrais anticiper les risques et ça m'évitera d'avoir des désagréments. Est-ce que… Il y en a qui se reconnaissent. Est-ce que vous êtes venu ici en vous disant waouh, ça va être super sympa, vraiment je vais découvrir plein de choses, ça va être vraiment génial, j'ai hâte d'en savoir plus. Est-ce que vous êtes venu là pour vous dire, qu'est-ce qu'il pourrait dire ah, c'est bien, ça va me rendre, je vais m'armer d'outils qui me rendront fort et qui feront de moi quelqu'un d'invincible, par exemple. Ou est-ce que vous vous êtes dit, je viens ici pour vraiment apporter, comme je comprendrai les personnes autour de moi, j'apporterai de l'harmonie, et ça sera intéressant d'avoir plus d'harmonie. Donc, vous voyez, ça, c'est ce sont les préoccupations mentales des profils. Donc, ils ont ces préoccupations. Dans l'émotionnel, ils vont avoir aussi ce qu'on va appeler les passions dans l'énéagramme. Et les passions émotionnelles, ça vient à la base, en réalité, des 7 péchés capitaux. C'est-à-dire qu'on va retrouver les 7 péchés capitaux dans l'énéagramme, sauf la peur et je crois le mensonge, mais je ne suis pas sûr. Enfin, il y en a deux de plus. Mais effectivement, il y a les 7 péchés capitaux qu'on trouve, c'est-à-dire des pulsions émotionnelles qui font que la personne est animée par ces pulsions et du coup, dans ses comportements, c'est vraiment ça qui va vraiment conduire sa vie. Donc, on retrouve, pour reprendre les péchés capitaux, chez le 8, le profil du chef, on va retrouver la luxure avec le besoin d'excès. Chez le profil 1, on va retrouver la colère. Chez le profil 9, on va retrouver la paresse. Chez le 2, on va retrouver l'orgueil. Chez l'altruiste, on va retrouver l'orgueil. Le 3, la vanité. Je ne sais pas si ça y était justement. Si, ça y était. Et le 4, on va retrouver dans le profil du romantique l'envie, puisqu'il est beaucoup animé par le manque au niveau émotionnel. Chez le profil 5, on va retrouver l'avarice. Bon, vous voyez, le 7, la gourmandise. Et le 6, ça va être le profil 6 du loyal sceptique, la peur, mais qui ne fait pas partie des péchés capitaux. Mais ça, c'est au niveau émotionnel. C'est qu'est-ce qui fait qu'un profil vit avec une émotion qui l'anime et qui génère une pulsion qui est absolument, je dirais, pas vraiment contrôlable hein, en réalité. Et dans le centre instinctif, on a ce qui s'appelle des sous-types. Donc, on a un sous-type survie, un sous-type sexuel tête-à-tête et un sous-type social. Ça, on ne le verra pas trop aujourd'hui. Simplement pour dire qu'en fonction du sous-type, on peut avoir un type avec un sous-type prédominant. Ce qui fait qu'en réalité, on a 27. Si ça fait 3 sous-types par profil, on a 27 types en réalité. Voilà. Mais ça, c'est vraiment pour ouvrir. Mais ce qui va nous intéresser ce soir, c'est surtout de regarder le fonctionnement des 9 types. Alors, comment un type se crée? Ben, en fait, c'est toujours un petit peu la même histoire. C'est-à-dire qu'on arrive au monde, un enfant arrive au monde, il a peut-être certaines prédispositions à développer un type plus qu'un autre. Ça,
On ne sait pas, il y a plusieurs avis là-dessus. Est-ce que le type de la personne est inné à la naissance ou est-ce que ça se construit plus tard? Et il y en a qui disent que ça se construit plus tard parce qu'il y a eu une blessure qui fait que la personne, pour se protéger de ne pas revivre cette blessure, elle a construit une personnalité qui lui permet de ne plus revivre ce type de blessure. Et en même temps, d'autres disent, oui, mais cette personne, ce profil était déjà prédisposé à vivre ce type de blessure et à y être plus sensible. Donc, voilà, on ne sait pas vraiment qui est-ce que la poule, est-ce que c'est l'œuf qui a fait la poule ou est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu, à un moment donné, ce qui a renforcé le profil, il y a eu une blessure. Et l'enfant qui était, je dirais, dans sa vulnérabilité, se dit à l'intérieur de lui, il y a des mécanismes de défense qui arrivent et qui lui disent « plus jamais je ne veux revivre ça ». Et comme il ne veut plus jamais revivre ça, il va donc créer un faux moi. Et ce faux moi, ça va être donc une personnalité, c'est-à-dire un personnage qui met en place un comportement qui est censé le protéger pour ne pas revivre ce type de blessure. Et donc ce faux moi va permettre à la personne d'être une armure de protection parce que si dans la vie il y a quelque chose qui gratte ou qui coince ou qui fait mal, bah c'est le faux moi qui est touché, cet ego auquel je me suis identifié dans ma personnalité, persona ça veut dire masque, hein. C'est ce faux masque qui est touché, mais moi finalement je ne suis pas touché, c'était ce faux moi. Donc c'est intéressant de comprendre que nous avons des personnalités mais nous ne sommes pas nos personnalités. Ça va, vous me suivez? Oui? Non? Il y a quelqu'un qui a dit non? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, c'est interactif, vous levez la main, vous le dites. Alors, du coup, on va regarder les profils, on va regarder ça, on va partir de la blessure, on va partir de la base. Si on prend donc le profil 1, le profil du perfectionniste, je vais vous donner un exemple du type de blessure que la personne aurait pu vivre, quelque chose qui ressemble, mais ça pourrait être d'autres choses, mais ce qui pourrait ressembler le plus. On va imaginer donc profil 1 perfectionniste. On a le petit, par exemple, le petit Jean-Jacques. Il est chez lui et c'est son anniversaire, il a 5-6 ans. Et ses parents l'habillent super bien, il est en costume, avec une belle chemise, une veste à queue de pie, voilà, il est vraiment super bien habillé. Et puis, les parents discutent, il y a l'anniversaire qui est là, qui commence. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a les petits copains qui arrivent et il fait beau dehors. Et il dit à ses parents, est-ce qu'on peut aller jouer dehors? Et les parents disent, bah oui, allez jouer. Sauf qu'en fait, il a plu avant. Et quand le petit Jean-Jacques revient, qu'est-ce qui se passe? Il est tout sale. Et là, qu'est-ce qui se passe au niveau donc de ses parents? Qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, oh, quand ils voient la belle chemise tachée, etc., ils lui disent, donc il se prend une charge. T'aurais jamais dû, comment ça se fait que tu t'es sali comme ça, etc. Donc là, on va avoir une blessure de rejet, parce que l'enfant, il aime l'amour de ses parents. Hein. Donc blessure de rejet en rapport avec le fait de ne pas être comme il faut, de ne pas être parfait, de ne pas être comment on doit être. Donc pour éviter de revivre sa blessure, qu'est-ce que le filtre mental va sélectionner la plupart du temps? Ben, qu'est-ce qui est correct et qui est bien, qui correspond à une norme? Parce que si je corresponds à la norme et que c'est correct, j'évite le rejet et j'évite quoi? J'évite la critique. Donc le filtre mental du type 1, c'est un filtre qui va être beaucoup sur l'observation des incorrections, des erreurs. Ils vont avoir parfois du mal à terminer un travail parce que c'est jamais assez bien, hein. Il faut rendre un travail parfait. Et d'ailleurs, pour un perfectionniste, les perfectionnistes ne se reconnaissent pas tout de suite dans ce profil parce que pour eux, ah non, ils sont loin d'être perfectionnistes. Vous voyez? Et d'ailleurs, si vous dites à un perfectionniste, par exemple, le travail, vous lui dites « Ah, ben c'est bien, tu vois, au moins tu fais un travail bien fait ». Et il va vous répondre « Non, je fais un travail. Quand on travaille, il faut que ce soit bien fait, sinon on ne travaille pas. Vaut mieux pas travailler sinon. » C'est logique, ça coule de source. Il faut que ce soit, voilà, faut que ce soit parfait. Donc, ils vont passer beaucoup de temps là-dessus et avec un juge intérieur très fort qui va être un juge intérieur vraiment sans arrêt, une petite voix mentale qui va vraiment commenter tout ce qu'ils font. Ça, c'est pas « tiens-toi droit », ne parle pas comme ça, sois correct, etc. Donc du coup, dans la posture, on reconnaît souvent
Ces personnes par une posture plutôt droite, quand ils se tiennent à table, bon, je vous fais la caricature, hein, c'est vraiment très caricatural, on y va, hein, c'est pour vraiment avoir une image des types et c'est pas aussi caricatural que ça dans la réalité. Hein. C'est un peu plus compliqué à deviner les profils. Mais généralement, voilà, ils vont se tenir droit quand ils mangent, etc. Ils vont être polis, des gens assez polis. Et en même temps, vu qu'il y a un critique intérieur qui voit toutes les incorrections, il y a une culpabilité qui est grande et de la colère. Et ils voient chez les autres, ils voient tout ce qui ne va pas non plus. Donc, il y a un agacement sous-jacent hein, chez les perfectionnistes qui existe. Mais comme en même temps, c'est pas bien d'être en colère, ça ne se fait pas. Ça ne va pas être des gens qui vont vous crier dessus. Ça va être des gens qui vont vous faire des remarques acerbes pour vous faire comprendre que ça ne se fait pas. Donc ça peut être par exemple, dis pendant qu'on mange, tu peux enlever tes coudes de la table s'il te plaît. Et on sent que ça se crispe. D'ailleurs ils ont souvent ici, c'est souvent crispé hein, à cet endroit. Donc voilà, des personnes qui se tiennent droites. Au niveau de la morphologie, alors là c'est une grande généralité parce que bien sûr on trouve tout type de morphologie, mais on trouve des personnes qui vont être plutôt assez fines au niveau du corps, au niveau de la corpulence, plutôt un physique ectomorphe. Et donc il y a cette colère, hein, il y a cette colère qui les anime. Et effectivement, cette culpabilité, et les uns évitent ce qu'ils redoutent le plus, c'est la critique. Vraiment, éviter la critique le plus possible parce qu'ils ont une critique intérieure qui est tellement forte que si en plus quelqu'un vient en rajouter une couche, alors là c'est sûr c'est la dévalorisation la plus totale. Donc ça a un type aussi qui va engendrer, pour en avoir suivi quelques-uns en coaching, pas mal d'anxiété. Et j'ai constaté souvent, parfois, un échappatoire dans l'alcool ou quelque chose comme ça. Pour un moment donné, il y a tellement cette anxiété qui est forte par rapport justement à la norme, la perfection, il faut faire les choses bien, etc. Vu que ce n'est jamais assez bien, que du coup, il peut y avoir à un moment donné ce profil qui bifurque et puis qui cherche un échappatoire quelque part. Avec parfois des doubles vies, avec une vie très très bien rangée et une double vie complètement délurée, un sas de décompression où la personne ne se reconnaît pas. Chez un type 1 va avoir du mal à se détendre. C'est-à-dire qu'il va faire passer ses devoirs, le travail bien fait, avant le plaisir. Donc tant que le travail n'est pas terminé, ces personnes ont du mal à se relâcher, à prendre du bon temps. Et l'important pour eux aussi, c'est le fait de devoir s'améliorer. Donc, quand on va s'adresser à eux, qu'on leur dit je te propose un truc pour t'améliorer, à ça, ils vont aimer parce qu'ils veulent vraiment progresser. C'est vraiment une dynamique qui les anime. Vous avez une question sur les 1 ou pas? Est-ce qu'il y en a qui... Non? Je fais des tours d'horizon rapides parce qu'on n'a que 2 heures. Hein, alors voilà pour le profil 1. Après, quand j'aurai fait les 9, on pourra peut-être éventuellement échanger. Vous aurez des idées plus grandes. Enfin, pour les questions. L'altruiste, profil 2. Alors l'altruiste, on a des personnes qui sont au niveau de la blessure de l'enfance. On va imaginer une petite fille. Je sais pas, c'est pas par hasard pourquoi je dis une petite fille, parce que souvent les altruistes, culturellement, on avait un nombre plus grand de femmes qui étaient quand même au niveau des statistiques dans ce profil, notamment dans le domaine hospitalier. Hein, les infirmières, souvent, ça ne veut pas dire que toutes les infirmières le sont, mais c'est un petit peu le profil de ça. Alors, la blessure de l'enfance, on a une petite fille sa maman l'a déguisée en princesse. Et elle a une très jolie robe et elle est super belle. Et elle veut montrer à son papa, regarde papa comme je suis belle avec ma robe. Et papa, il regarde le foot et il regarde à peine sa petite fille et il dit ouais, et regarde le foot. Et là, petite fille très déçue, papa ne me regarde pas alors que je me suis fait jolie.
Et à un moment donné, papa dit « Ah, va me chercher une bière » et là, elle y va et quand elle revient, elle voit son père qui la regarde et qui lui offre un signe de gratitude pour lui avoir amené sa bière. Donc, conclusion tirée au sort, pour qu'on me regarde et qu'on fasse attention à moi, je dois rendre service aux autres et c'est comme ça que je vais pouvoir obtenir leur amour. Donc, qu'est-ce que ça va être comme type de personnes? On va avoir des personnes qui sont chaleureuses. Des personnes généreuses qui vont donner énormément, donner de leur temps, donner de leur énergie, donner de leur amour. Des personnes beaucoup dans l'affection, parce que là, on tombe dans les profils 2, 3, 4 qui sont d'ordre plus émotionnel. La peur, l'une des peurs du type 2, c'est de ne pas exister et de ne pas être aimé. Donc un énorme besoin de reconnaissance. Et oui. Alors c'est pas tant non, c'est pas trop. Oui, il peut y avoir de la soumission, mais chez le type 2, je vais aller plus loin que ça. C'est carrément de la manipulation. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte les deux de vous séduire pour que vous ayez besoin d'eux et que vous soyez dépendant. Donc, ils vont s'arranger pour qu'à un moment donné, la personne soit dépendante de ce profil parce que du coup, ça la rassure. Tant que la personne est dépendante de moi, au moins, elle a besoin de moi. Donc, il y a beaucoup de séduction chez le 2, chez le profil 2. Ça peut être aussi une séduction d'ordre physique. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce profil, c'est que ce n'est pas tant la sexualité qui les tente, c'est le fait de séduire. Puis au moment de passer à la casserole, c'est bien, mais sans plus, c'était surtout l'avant, la séduction qui était importante. Un type 2, comme il est vraiment orienté sur les besoins de l'autre, il ne se rend pas compte qu'il manipule. Il ne se rend pas compte de ça et surtout, il va être complètement avec la personne et son avis va être en fonction de ce que pense la personne. Et si vous voyez le même type 2 qui discute avec quelqu'un le lendemain et qui parle à quelqu'un d'autre qui a un avis politique, par exemple, si c'est une discussion politique complètement différente, vous allez voir le type 2 qui va être là, oh, mais oui, tu as raison, mais ce n'est pas une manipulation consciente parce que lui-même est convaincu de ça. C'est-à-dire que la problématique du type 2, c'est d'avoir de multiples personnalités au service de tout le monde pour garder le lien et finalement de ne pas se connaître vraiment lui-même. Les profils 2 détestent la solitude. D'être seul, c'est terrible pour un 2. Donc ça va être vraiment faire en sorte de pouvoir créer du lien, être avec les autres. L'une des fixations mentales va être la flatterie pour le 2. Le 2 va vous complimenter, va vous dire toujours des choses positives. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'en réalité, quand le 2 commence à faire ça, c'est qu'il y a un niveau de stress qui est en train de monter. Et plus son niveau de stress monte, plus il va rattraper le coup en étant dans la flatterie. Alors qu'en fait, ça veut dire qu'il est en stress. Son péché au 2, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Pourquoi l'orgueil? Parce que le 2 veut tellement apporter de l'aide aux autres que si lui estime qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien chez lui ou qui n'est pas bon, qui pourrait être mauvais, ben du coup, les autres risqueraient de s'en détourner et de ne plus avoir besoin de lui. Donc, les 2 vont avoir du mal à reconnaître leur tort. Autant les 1 vont vous dire comment je peux m'améliorer, là c'était pas assez bien, etc. Qu'un 2 va vous rendre service et en même temps, voilà, faut le remercier. Et si vous lui dites quelque chose qui ne va pas, là par contre le 2 peut se mettre en colère. Hein. Alors le 2, voilà, très dans la séduction sensuelle, etc. Mais si aussi un jour vous oubliez de lui rendre service alors que c'est ce jour-là que lui avait besoin de vous, alors là le chat bien séducteur va sortir ses griffes et là on va avoir un 2 qui va se transformer en tigre, hein, donc qui va vraiment faire des reproches, vraiment souvent dans une stature, une position de victime qu'on voit en analyse transactionnelle. Au niveau physique, les 2 ont tendance à avoir plutôt au niveau des formes généreuses. Ça ne veut pas dire que tous les 2 ont du poids, mais généralement, il y a en tout cas au niveau du corps des formes un peu plus rondes, un peu plus généreuses qui sont là.
Voilà, je vous fais bref petit résumé sur le 2. Des questions sur le 2? Non. Troisième, le battant. Alors, le battant. Je voudrais, excusez-moi, juste en revenant sur le 2. Le 2, au niveau émotionnel, il est vraiment dans une quête de l'extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire, je rends service, mais c'est pour capter l'attention et je veux que ça... Je prends, le 2 prend comme ça l'énergie des autres en apportant du service, mais par rapport à ce que les autres vont lui donner. Son émotionnel va se manifester de cette manière au niveau énergie. Le 3, le battant, toujours dans la sphère émotionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé pour le 3? Le type 3, étant petit, n'a été félicité et vu, il a obtenu ses signes de reconnaissance que parce qu'il était premier de la classe. Ou parce qu'il avait réussi tel objectif et qu'il avait réussi tel défi. C'est-à-dire que c'est par ces réussites que le 3 existe, ce profil du battant. Donc, ça va nous donner des personnes qui vont aimer les challenges, des personnes qui vont avoir, tout comme les 2, beaucoup de facilité à créer du lien autour d'elles, des personnes plutôt chaleureuses, sympathiques, mais des personnes qui sont surbookées. Un 3 est surbooké, souvent il y a peu de place, il y a moins de place pour la vie familiale, il y a beaucoup de place pour la vie professionnelle, souvent chez les 3, sauf si c'est un type 3 qui a tout centré sa réussite sur l'image de sa vie de famille. Mais en tout cas, ce qu'on va retrouver chez les 3, c'est la notion d'image. C'est-à-dire l'image d'avoir réussi ses objectifs, d'avoir été le premier, d'avoir été le meilleur dans ce qu'il faisait. Donc au niveau aussi du non-verbal, c'est des gens qui vont avoir un rythme assez rapide et qui vont avoir du mal avec des collègues qui sont plus lents. Ils vont avoir du mal avec la lenteur. Et quand ils font quelque chose, c'est à quoi ça sert, c'est quoi l'objectif, pourquoi faire. Il faut que ça aille vite. Chez le 3, la fin justifie un petit peu les moyens. C'est-à-dire que pour réussir, il va pouvoir tomber dans une forme de mensonge aussi. Il peut annoncer certaines réussites qu'il n'a pas encore complètement réussies, mais en même temps, le fait de les avoir dit, ça le motive, ça l'oblige du coup à avoir une sorte de pression pour réussir ce qu'il a déjà dit. Donc pour lui, ce n'est pas un mensonge. Je l'ai annoncé un truc. Il va se dire, j'ai annoncé un truc un petit peu trop tôt, mais finalement, ça va. Le mensonge aussi du 3, ça va être de s'identifier à ce qu'il fait. Donc, alors souvent la profession on en retrouve beaucoup, ça va être les vendeurs. Hein. Les vendeurs sont les 3 arrivent à vous vendre ce qu'ils veulent. Un 3 ils vous vendent ce qu'ils veulent, mais ils vont vraiment s'identifier. C'est-à-dire que souvent vous allez faire connaissance avec un type 3, il va vous faire un énoncé assez rapidement de toutes ses réussites professionnelles, de tout son CV, de tout ce qu'il a fait. Alors que vous venez de le rencontrer, et tandis que d'autres auraient parlé peut-être de leur famille, leur enfant, de choses peut-être plus personnelles, un 3 va vraiment faire cette liste-là. Oui, parce que pour lui, c'est vraiment son moyen de se donner de la valeur. Donc au niveau émotionnel, c'est ça qui est curieux, c'est que c'est un type qui est beaucoup dans l'émotion, dans l'énagramme, il est vraiment dans le centre émotionnel, et en même temps, il ne se pose jamais, le type 3. Il ne va pas trop se poser des questions de développement personnel. Un 3 ne va pas trop aller là-dedans. Sauf, et comment on fait pour qu'un 3 s'intéresse au développement personnel? C'est si par exemple, en tant que coach, je vais dans une entreprise, je vais voir un 3 et je me dis, bon, alors les relations humaines ou ce qui est de développement personnel, comment faire pour qu'il s'y intéresse? C'est quand je vais lui expliquer qu'en fait, il va gagner en efficacité dans son entreprise et que ça ira beaucoup plus vite si au niveau du développement personnel, les choses se passent mieux. Il sera beaucoup plus efficace et pourra atteindre beaucoup plus facilement ses objectifs. Ah là, ok, il y a un objectif clair. Faire du développement personnel, dans ces cas-là, c'est intéressant. Mais aller connecter à ses émotions, aller regarder des trucs douloureux et tout, pas trop. Oui? Tout à l'heure, vous avez dit, il était dans ces 3 types là qui sont sur le côté, sont dans la tristesse. Oui. Ça exprime pas tellement la tristesse. Oui, parce qu'il la fuit, la tristesse. Il est dans un déni, mais en réalité, c'est quand même ce qui l'anime. C'est-à-dire qu'il y a quand même, tout comme chez le 2, le 3 et le 4, il y a quand même ce besoin de reconnaissance avec un manque intérieur, une souffrance qui vit par rapport à ça. J'ai besoin de reconnaissance, je vis donc le 3.
se dit je vis ma tristesse, mais pour la compenser cette tristesse, ça va être compensé par de la suractivité et vraiment un engagement professionnel avec vraiment un sourire constant. Et du coup, même lui, il va être dans le déni de ça, il n'aura pas l'impression d'être triste. On peut vraiment aussi reconnaître les trois. Il y a deux types dans l'énéagramme qui sont beaucoup dans les deuils non faits, c'est les 3 et les 7. Je reviendrai sur le 7 après parce qu'on peut les confondre. Le 3, il rebondit. Il y a un échec. Ok, allez, c'est pas grave, on va rebondir, on va trouver des solutions. Ils sont très orientés solutions, les 3. Je vois beaucoup de 3 dans le milieu. Alors, dans le milieu du développement personnel, il y a quand même. Ils ne sont pas très attirés par ça, mais tous les coachs, genre Anthony Robbins, ceux qui font beaucoup de shows avec vraiment beaucoup de monde, c'est-à-dire qu'ils ne privilégient pas vraiment la relation à l'autre au niveau individuel, mais ils vont vraiment privilégier le show. Ça, c'est des 3. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment aimer l'image et vraiment faire du show et du développement personnel, mais qui va être énormément orienté solution. Mais c'est-à-dire que quand on va leur dire oui, mais là, il y a peut-être une blessure, il y a des solutions pour les blessures, positive attitude, tu fonces, tu vois ton objectif, tu y vas. Donc, il y a cette tristesse, mais elle est vraiment compensée. Et du coup, voilà, les 3 vont avoir besoin, pour vraiment avancer, d'aller à un moment donné regarder dans la part d'obscurité pour aller accueillir qu'est-ce qui se passe aussi à cet endroit-là. Parce qu'aussi, les 3 ne prennent pas le temps de savourer leur réussite. Ils réussissent un projet, hop, il y a tout de suite une autre idée derrière et ils ont embarqué sur quelque chose d'autre. Donc, de deuil non fait parfois, quand il y a des échecs, à une accumulation de travail, on a vraiment des burn-out, des fois, chez les 3, qui arrivent à un moment donné où il peut y avoir un gros burn-out qui arrive. Les 3 et les 7, ils sont sujets à ça à cause de deuil non fait. Et là, on a tout le truc qui avait été refoulé, pas regardé, qui remonte d'un coup et ça peut faire mal. Le 3, donc. Le 4, toujours dans le profil émotionnel. Alors, type 4. Oui. Alors, les 3, physiquement, ça va être des gens endomorphes, c'est-à-dire avec l'image est importante, donc des gens musclés. Ils vont faire pas mal de sport, musclés, voilà, généralement. Ni fin ni enveloppé, mais voilà, plutôt musclé. Voilà. Généralement. Parce qu'il y a vraiment tout type de 3, mais statistiquement, c'est ça. Le 4, profil romantique. Alors, quelle est la blessure? C'est la petite, comment on va l'appeler la petite Sylvie qui a son papa qui est marin. Et quand son papa revient, elle est contente. Papa, il est là. Et c'est super, et c'est intense, et elle en profite, elle le voit. Et c'est génial, et c'est merveilleux. Et papa doit repartir et reprend le bateau. Coucou papa. Et le bateau s'éloigne. Coucou papa. Et le bateau, et le papa. Et papa, il n'est plus là. Et là, il y a un instant de vide qui arrive. Et c'est ce vide-là que le 4 va vivre dans sa vie. C'est-à-dire que le 4 est habité souvent par une blessure d'abandon, un sentiment d'abandon, que ça ait été un abandon réel ou un abandon, quelque chose qui était vécu comme tel. Mais le 4 vit un sentiment de manque, c'est-à-dire le 4 a connu, va se dire, j'ai connu un moment d'intense fusion avec l'autre, un moment d'intense joie, le paradis. Et en fait, je suis à la recherche du paradis perdu. Je vis un manque et en fait, cet état d'idéalisation, cet état de fusion n'est plus là. Il n'est plus là dans ma vie et le 4 est habité par ce sentiment de manque. Donc, qu'est-ce que ça va générer chez ces personnes? Ça va générer une quête et une recherche de beau pour recréer cette intensité parce qu'il y a du manque. Donc, une recherche de beau, une recherche d'intensité, une recherche de profondeur. Et dans cette recherche de profondeur, ça va être des personnes qui vont parfois, soit l'intensité va être créée dans beaucoup de joie, soit ça peut être créé dans le drame. Donc, des choses qui sont peut-être pas graves peuvent prendre des proportions énormes. Si vous êtes en couple avec un 4,
attendez-vous à une relation compliquée. C'est pas simple, un 4, puisqu'il y a cette recherche, il y a vraiment cette recherche d'intensité. Cette recherche d'intensité, et le 4 qui vit vraiment avec cette blessure de manque, va recréer le manque dans tout ce qu'il vit. Donc par exemple au niveau relationnel, ça peut être, le 4 peut être avec quelqu'un, si la personne est loin et que la relation est terminée. Oh, mon Dieu, mais cette personne je l'aimais, c'était l'amour de ma vie, mais comment ça se fait, avec toutes ses qualités, etc. Et si la personne revient, mais c'est pas possible, je ne peux pas passer ma vie avec quelqu'un comme ça, mais c'est désastreux, mais non, tous ces défauts qui me sautent aux yeux. Donc ça veut dire que le 4 va voir tout ce qui ne va pas, un peu comme un 1, qui voit tout ce qui ne va pas, sauf que le 1 c'est pour correspondre à une norme, alors que le 4 va voir tout ce qui ne va pas par rapport à comment les choses pourraient être encore plus belles et encore plus intenses. Donc il va voir tout ce qui ne va pas, donc ce qu'il a ne le satisfait pas, et ce qu'il n'a plus, il rêve de pouvoir l'obtenir à nouveau. Donc on a cette espèce de relation élastique chez les 4, où vous pouvez être idéalisé dans votre absence et un peu rejeté ou avec des drames qui sont créés en votre présence. Le 4 va être voilà, vraiment dans ce sentiment de manque, ce qui peut générer beaucoup d'envie chez lui. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, comment se fait-il que les autres sont plus heureux que moi? Comment se fait-il que pour les autres ça soit beaucoup plus simple, que ça soit beaucoup plus facile? Le 4, il a l'impression que pour lui c'est que tout est compliqué, que c'est injuste. Et aussi il va vouloir, dans cette peur, dans ce manque et cette peur de l'abandon, sa façon à lui de créer du lien va être de se démarquer. Parce qu'il se dit, a priori je n'ai pas de valeur, on m'abandonne. Alors vu que je n'ai pas de valeur, il faut que je fasse un truc qui soit suffisamment original pour qu'on me remarque. Donc souvent, les 4, ils vont avoir du mal à rentrer dans un groupe, faire le bon mouton, ça, le 4, vraiment, il ne peut pas, c'est pas possible. Être comme tout le monde, non. Et il va se démarquer. Et c'est en se démarquant qu'à un moment donné, les gens en ont marre et qu'ils finissent par le rejeter. Et là, du coup, il rejoue. C'est comme ça qu'il va aussi rejouer son drame. Est-ce que vous avez des questions sur le 4? Pas de questions? Oui. Ah oui, physiquement. Physiquement, ça va vraiment dépendre parce que, a priori, statistiquement, les 4 sont plutôt et à la fois ectomorphes et endomorphes, c'est-à-dire qu'ils vont être entre un type plutôt fin au niveau du corps et musclé, mais ça ne sera pas non plus comme des gens très musclés. Voilà, entre fin et musclé. Parce que le 4 veut être beau, hein, donc, et quand il se voit dans la glace, il se trouve horrible. Hein, donc, mais voilà, donc il y a cette recherche. Mais on peut avoir dans ce manque des 4 qui vont tomber dans la boulimie, donc on peut aussi avoir des 4 qui ont beaucoup de poids. Mais du coup qui tombent dans les addictions aussi. Donc voilà. En tout cas, voilà, il y a ce manque affectif qui vraiment l'habite et qui est là, qui est prédominant. Le 4 va être aussi dans ce qui s'appelle l'introjection, c'est-à-dire autant le 2 va chercher à l'extérieur les choses, autant le 4, il va prendre des choses de l'extérieur, il va les mettre à l'intérieur de lui et il va les faire grandir au niveau émotionnel, il va les sublimer. Ça peut prendre deux formes, cette introjection, parce que ce mot est un peu compliqué, c'est un mot en psychologie. Ça peut prendre soit la forme qui va prendre personnellement quelque chose qui est fait, une attitude, c'est-à-dire il va dire « je savais que cette personne ne m'appréciait pas parce que j'ai dû faire ça qui n'allait pas ». Donc il va se culpabiliser des fois sur des choses qui ne le concernent pas, mais il introjecte, c'est-à-dire il prend le comportement de l'autre et il en fait sa réalité à lui pour continuer à se dévaloriser, parce qu'il est pas mal dans la dévalorisation. Ou alors, ça peut prendre chez les gens qu'il admire une sorte d'idéalisation, d'introjection, c'est de se dire « je veux ressembler à cette personne ». Donc je vais m'identifier à cette personne, à vouloir faire comme elle, à vouloir lui ressembler, parce que c'est une image idéalisée. Vous voyez, c'est comme ça que ça se manifeste, ce mécanisme d'introjection. Ça va, vous me suivez?
Ok, donc là on a vu les profils émotionnels, sauf le 1 qui était plus instinctif. Et on va voir le profil au niveau mental. Alors, au niveau mental, on va voir le 5 observateur. 5 observateurs. Donc c'est l'histoire du petit Jean-Pierre. Il est chez lui, il est dans sa chambre, il s'amuse bien. Oui, il s'appelle souvent Jean-Pierre Lévesque. Non mais j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup des 5 qui s'appellent Jean-Pierre, mais ça, je ne veux pas faire de généralité. Donc c'est le petit Jean-Pierre, voilà, il est chez lui, il est dans sa chambre, il s'amuse avec ses jouets, etc. Et il est vraiment dans son monde, il s'amuse super bien. Et il n'a pas vu, il y a son papa qui est rentré dans la chambre et ça faisait plusieurs fois qu'on l'appelait pour manger et en fait, il n'entendait pas, il ne voyait pas. Et en fait, d'un coup, le papa va par exemple le brusquer, lui dire « Eh oh, je suis là !» Et là, il a été saisi et surpris par une intrusion dans son espace vital, dans son espace privé. Et il vit vraiment ça, et la blessure du 5, c'est d'avoir vraiment vécu les choses comme étant une intrusion. Donc, quel va être le moyen de s'en sortir? Ça va être de se dire pour le 5, si j'observe suffisamment tout ce qui se passe autour de moi, je pourrais du coup me préparer et ne pas être surpris. Donc le 5, il va dire, pour éviter d'être surpris comme ça, il va dire, donc maintenant je remarque, papa quand il rentre du travail, il rentre à telle heure, et quand il rentre, il pose sa veste là, et maman elle fait ça, etc. etc. Donc les 5 ont une sphère mentale très active. Je connais bien un 5 avec qui je suis très proche, et c'est hallucinant, on peut se promener dans la rue, et il peut me dire par exemple, t'as vu, tiens, c'est marrant cette voiture la semaine dernière, et ben le gars il s'était garé là, exactement à la même place. Moi qui ne suis pas au 5, c'est juste hallucinant, c'est un truc que je n'aurais jamais remarqué. Un profil 5, il va pouvoir vous dire ça. Ça veut dire que pour un 5, comme il capte tout, pour les autres profils, ils vont capter 3, 4 informations à la seconde, peut-être 5, 6. Un 5 va en capter beaucoup plus, puisqu'il est vraiment dans cette observation à cause du stress de l'intrusion, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le 5, en fait, au bout d'un moment, il y a eu tellement d'infos là-dedans qu'en fait, il va falloir digérer tout ça. Parce que ça fait trop. Donc, ça le fatigue. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir besoin quand il est fatigué? Qu'on me laisse tranquille. Qu'on me laisse tout seul. Et qu'on évite de trop venir me parler. Les débordements émotionnels pour un 5, ça lui convient pas. Par exemple, un 5 qui va parler avec un type 4, il va non, c'est trop d'émotions, je ne comprends pas comment ça marche, ça me fait peur. C'est quoi ces démonstrations? Un 2, c'est quoi ces grandes démonstrations affectives? C'est envahissant. Pour lui, ça va être envahissant. Il va avoir besoin de temps parce que lui-même ne sait pas trop ce qu'il a ressenti. Il a emmagasiné de l'information. D'ailleurs, c'est intéressant. J'avais fait, puisque pour les formations en énagramme, j'ai fait des interviews vidéo, j'ai filmé des profils. Et donc, il y a une question que je te donne à un 5 et je lui dis « Comment vis-tu ta vie émotionnelle ?» Et sa réponse, j'ai adoré, il répond très, très naturellement, il dit « Ah mes émotions, c'est dans ma tête !» C'est dans ma tête, c'est-à-dire, il ne va pas vraiment vivre, il ne va pas être dans la spontanéité, le 5. Il va d'abord capter qu'il y a une émotion, il va être tout seul et après, il va réaliser l'émotion. Une fois qu'il est tout seul, qu'il a eu du temps, qu'on l'a laissé tranquille, là, il va réaliser l'émotion qu'il a eue. Et c'est là qu'il va peut-être avoir envie un petit peu plus de faire un pas vers l'autre et d'y aller. Donc, ça veut dire qu'un 5, par exemple, si vous passez chez lui à l'improviste, il ne va pas trop aimer. Ou si vous voulez lui parler d'un truc important, personnel, ou au niveau management, au niveau travail, vous voulez lui parler d'un truc important, si vous le prenez comme ça et qu'il ne s'est pas préparé, il ne va pas apprécier non plus. Il va apprécier quand on lui dit « Je te donne rendez-vous, demain on parlera de ça ». Et là, dans sa tête, il a le temps de s'y faire, de s'y préparer. Le 5 va avoir beaucoup de facilité à faire énormément de projets parce qu'il y a une sphère mentale très active, plein d'idées, génial, plein de projets, et en même temps, la vie est tellement mieux dans ma tête que quand je passe à l'action, c'est beaucoup plus fade et j'ai du mal à passer à l'action. Donc le 5 va avoir quelque chose comme ça qui est de l'ordre de la passivité face aux problématiques, face au fait de passer à l'action, qui va être plus compliqué à mettre en œuvre. On dit aussi que c'est l'avarice, le péché des 5,
Parce que le 5, c'est pas qu'il est avare au niveau de l'argent, bien que. Mais, une fois pour avoir discuté avec un 5, pour vous donner cette image, il avait une parole qui était très, très représentative. Il dit « Je me suis débrouillé toute ma vie pour ne manger par repas que 5 grains de riz. » Un exemple. Parce que le 5, comme il ne veut pas trop d'intrusion, on est d'accord que c'est l'autonomie qui compte. Hein. Donc être autonome, avoir mes trucs, pas trop avoir à demander de l'aide, ça il n'aime pas. Donc il a pris l'habitude de vivre avec peu. Et donc il disait, j'ai pris l'habitude de vivre avec 5 grains de riz à mes repas. Comprenez que quand on vient m'en demander 2, ben j'ai du mal à les donner. Ben oui. Alors pour les autres, 2 grains de riz, ben 2 grains de riz quoi. Mais lui, voilà, lui se contente de peu. Donc voilà. Donc c'est avare, ça peut être de l'argent, ça peut être avare de son temps. Quand on fait une demande à un 5, ça lui paraît, toute demande lui paraisse envahissante. Parce que du coup, c'est intrusif pour lui. Avare de ses relations, un type 5 ne va pas avoir 15 000 amis. Hein. Il va avoir quelques amis triés sur le volet, des amis sélectifs avec qui ils vont pouvoir parler dans la confidence. Et ce qui sera dit avec cet ami-là ne sera pas rapporté à d'autres. Hein. On peut avoir des 5 avec un sous-type social, mais dans ces cas-là, ils vont fréquenter des gens qui correspondent à un certain domaine de connaissances pointues. Mais les autres ne vont pas les intéresser. Donc en réalité, c'est quand même des profils malgré tout qui sont quand même hyper dans la sensibilité en réalité, hein, mais qui se protègent de cette sensibilité par le retrait. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut leur laisser de l'espace. Voilà. Des questions sur le type 5 ? C'est un analyste, non ? Un analyste, effectivement. Comprendre les concepts, comment ça marche. C'est la fameuse personne dont je suis proche qui est type 5. Je me promène dans les rues et donc les voitures, il remarque tout. Et par exemple, il va aller dans une rue d'un nom, c'est un exemple, hein, ça peut être selon les modes de préoccupation, un nom de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Le piège des 5, c'est Internet. Hein. Au niveau info, ils vont passer un temps énorme sur Internet. Parce que dès qu'ils ont vu un truc, ils ont besoin de savoir d'où ça vient, qui c'est qui l'a fait, pourquoi c'est là, qu'est-ce qui s'est passé. Et ils vont prendre beaucoup d'infos. Et quand on va leur demander, bah, t'as qu'à me dire en fait. Eux ont passé tellement de temps, et je discutais avec un sac qui me disait, moi j'ai passé tellement de temps à chercher que l'autre, bah, il n'a qu'à faire pareil. Hein. Moi je ne vais pas aller lui donner l'info comme ça, quoi. Franchement, moi je passe du temps à aller sur Internet, me renseigner et tout, je ne vais pas aller... Oui. Physiquement aussi, ils ont un type. Alors, physiquement, généralement, c'est les types au niveau de l'énéagramme le plus ectomorphe, c'est-à-dire le plus mince. Plutôt des gens grands et plutôt voilà, assez minces. Alors le 5 que je connais ne fait pas partie de ça, mais souvent aussi, il peut y avoir aussi dégarni. Un front large et être dégarni. Comme il y a la sphère mentale active, mais ce qui n'est pas du tout le cas de la personne dont je vous parle. Donc c'est pas, ça c'est des généralités, mais statistiquement en tout cas, voilà, il serait plutôt mince, les types 5. Ok, on va passer au profil 6. Alors, le profil 6, le loyal sceptique. Donc, le petit Nicolas. Il n'y avait aucune référence à Nicolas Sarkozy, mais... Mais c'est dit quand même. Mais c'est dit quand même. Le petit Nicolas est dans sa chambre. Et puis il va voir ses parents et ses parents lui disent on est là, si tu as besoin, tu reviens nous voir et on sera là. Et puis il monte dans sa chambre et puis il va se coucher. Et puis dans la nuit, il pense, il a des idées et tout. Et à un moment, c'est très tard, il dit ah, ça faut que je le dise à mes parents. Et il descend. Et quand il va retourner voir ses parents se sont couchés. Donc ils ne sont plus là. Et là, donc, quelle est la blessure et le choc? C'est en fait l'autorité, ce qui représentait l'autorité, les parents, n'est pas fiable. On me dit quelque chose, mais on fait le contraire de ce qu'on m'a dit. Et souvent, les 6 ont eu ces conflits d'autorité étant jeunes, avec des choses qui n'étaient pas dans la fiabilité. Donc, comment éviter de revivre cette blessure? C'est de pouvoir anticiper tout ce qui pourrait éventuellement arriver de négatif pour m'y préparer. Alors, c'est assez ressemblant parce que c'est comme là, 5, 6, 7, c'est la sphère mentale.
Le 5, sa sphère mentale, elle est orientée connaissance et observation de ce qui est là pour avoir de l'info. Alors que le 6, sa sphère mentale, elle est plus dans l'imaginaire. C'est-à-dire, c'est plus qu'est-ce qui pourrait se passer pour que ça aille mal. On va avoir du coup des experts en risque dans les assurances, les choses comme ça. Voilà, les assurances, tous les risques. Tout ce qui est prudence, anticipation, ils vont être très bons. Faire des plans. J'avais interviewé un 6 qui était dans le développement des entreprises, mais il était sur les stratégies de marketing. Mais il était quand même dans l'histoire de stratégie aussi de développement sur l'avenir. L'avenir les intéresse, tout ce qui est avenir. Le problème du 6, c'est qu'à force de prévoir toujours le négatif, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va comment? Se l'attirer, mais c'est surtout qu'il va interpréter beaucoup de choses qui ne sont pas du tout ce qui a été voulu. Et il va devenir pinailleur à trouver des problèmes des fois là où il n'y en a pas. Ou à interpréter des attitudes. On dit en PNL qu'ils font des lectures de pensée, c'est-à-dire qu'ils vont penser à la place des autres. Si telle personne a fait ça, c'est sans doute que ça veut dire ça. Donc ils peuvent porter des intentions négatives. On peut parler dans des cas extrêmes de paranoïa. Donc il va vivre vraiment dans cette angoisse, le 6. Il préfère vraiment avoir anticipé toutes les solutions négatives éventuelles pour pouvoir s'y préparer. Et du coup, il est tellement dans l'angoisse de la non-fiabilité que pourquoi est-ce qu'on l'appelle loyal, ce profil? Parce que le jour où il trouve quelqu'un qui lui inspire confiance, vu qu'il a du mal à faire confiance, il a du mal à se faire confiance et il a du mal à faire confiance en l'autre, le jour où il y a quelqu'un qui paraît de confiance, ah ben alors là, ça va devenir un ami vraiment engagé, soit pour une cause, si c'est une cause. Statistiquement, les profils 6 sont les premiers à tomber dans les sectes. Parce que du coup, dès qu'il y a un truc qui devient pour eux une cause ou un truc qui leur paraît vraiment de confiance, ils vont s'y engager vraiment à fond complètement. Et au niveau relationnel, ça va être beaucoup, voilà, au niveau du service, on va pouvoir les confondre avec des 2. Parce qu'on va dire, ah ouais, mais du coup, c'est un type 2, la personne, elle me rend beaucoup service, ou elle rend beaucoup... mais non, parce que la motivation n'est pas la même. Puisque le 2, c'est pour obtenir des signes d'attention, c'est pour obtenir de la reconnaissance, alors que pour le 6 se fait un devoir de pouvoir rendre service et d'être utile à quelqu'un en qui il a confiance. C'est sa loyauté. Il pourrait aussi ressembler au type 1, puisque dans son devoir, il y a une forme de recherche de faire les choses bien. Les types 6 vont avoir du mal aussi avec la réussite, d'être visibles. Parce que s'ils réussissent trop et qu'ils sont visibles, bah déjà, ça veut dire que du coup, ils sont des proies potentielles. Donc il y a ce stress, cette peur qui les habite. Et en même temps, ce sont malgré tout les personnes qui ont quand même un nez pour ressentir le danger. Pour avoir, moi je connais, j'ai des amis 6, des proches, et c'est hallucinant. En tout cas, j'en ai une que je connais, elle sent les trucs. Et un autre profil 6 qui un jour me dit, tiens, j'ai rêvé cette nuit qu'un tel était mort. Et dans la journée, on apprend qu'il est mort. Enfin, il y a une sorte d'instinct aussi, cet instinct qui est vraiment développé avec une intuition très très grande aussi. Alors, on va avoir 2 types de 6. On va avoir les 6 qui vont plutôt être orientés phobiques, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas trop passer à l'action parce qu'ils se posent un milliard de questions et qui ont du mal à s'engager. Ou le 6, il va pouvoir devenir contre-phobique, c'est-à-dire que le type 6, vous avez par exemple un feu de forêt et on ne sait pas pourquoi, mais ça va être le seul profil de l'énéagramme qui va aller y sauter dedans. Et on dit, mais pourquoi fait-il ça? C'est super dangereux. Parce que le 6 étant tellement habité par ses peurs, que quand il y a un danger qui arrive, et qui est un danger réel, pour éviter d'avoir à y repenser sans arrêt et de se faire des angoisses sans arrêt, et bien du coup, son mécanisme de défense, c'est d'y foncer, comme ça au moins c'est réglé. C'est fait. Donc, c'est un profil très ambigu, le profil 6. On a du mal à les reconnaître parce que tantôt, ils sont assez timides, assez en réserve, tout ça, et tantôt, ils peuvent aussi... ils peuvent provoquer. D'ailleurs, ils peuvent énormément provoquer l'autorité.
aller vraiment aller se mettre dans les syndicats, voilà, être dans la rébellion face à l'autorité. Par exemple, vous allez avoir un profil 6. Je fais la comparaison entre le 6 et le 8 qu'on verra après le 8. Le 8, par exemple, l'autorité, il s'en fout, il conduit, admettons, hein, imaginons, ça peut être sur d'autres choses, mais il peut se dire, j'en ai rien à foutre de mettre ma ceinture, moi je fais ce que je veux, voilà, c'est un 8. Le 6, il va mettre sa ceinture, et s'il voit un flic, c'est le seul profil qui va enlever la ceinture, qui va faire ça, et qui va la remettre après. C'est la logique du type 6, c'est-à-dire, moi, j'emmerde l'autorité, quoi. Voilà. Parce qu'il estime qu'à un moment donné, il y a une autorité qui n'est pas de confiance. Donc le filtre mental, c'est quand même toujours d'aller suspecter les intentions cachées, les vices cachés, et dans le contrat, tu as bien lu le truc, etc. Ah, mais un tel, il va être beaucoup dans l'analyse de, tu as vu un tel, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait? Ah ouais, mais... Et j'ai remarqué, il va vraiment beaucoup observer les comportements des autres, etc. pour chercher la petite bête qui ne va pas. Oui, non, ne cherchez pas, il n'y a pas un profil mieux que l'autre. Hein, je vois vos mines décomposées. On a du mal à s'y retrouver. Alors, le 6, ça va dépendre le sous-type en fait. Donc, il y a vraiment tous les corpulences, mais ça dépend le sous-type. Et c'est vrai que les 6, de manière générale, moi, c'est les profils, j'ai le plus, et moi, puis d'autres qui ont fait l'énéagramme que je connais, auxquels on a le plus de mal à les identifier. Parce qu'il y a tellement des comportements, justement, qui sont changeants, qui sont ambivalents. Un 6 peut vraiment s'entendre bien avec vous, puis il suffit qu'il s'est fait un petit vélo dans la tête pour que le lendemain, il ne vous parle plus, ou vous voyez, il y a une espèce de truc lunatique comme ça. Et du coup, on peut les confondre avec plein de choses, donc ça prend un petit temps. C'est un profil pas évident. Et le 6 lui-même, d'ailleurs, a énormément de mal à se trouver dans l'énéagramme. Parce que quand il fait l'énéagramme, vu qu'il doute de tout le 6, il se dit peut-être que je suis ça. Non, mais en fait, je pense que je suis ça. 6, je ne sais pas, est-ce que je suis vraiment 6 et tout. Et c'est marrant parce que je connais une 6 qui a fait l'énéagramme. C'est évident, enfin voilà, vraiment, en plus elle a fait le développement personnel, il y avait vraiment tout qui vraiment indiquait que dans une zone d'ombre elle était 6, et vraiment elle me disait, tu sais, hein, vraiment par rapport au fait que je sois 6, je doute, je doute. Je lui dis, le doute c'est quel profil qui fait ça? Ouais, c'est le 6, mais quand même, est-ce qu'on peut être sûr que... Donc voilà, il y a beaucoup de doutes. Et puis il y en a un autre aussi, on verra après, c'est le 9 aussi qui a du mal à se trouver parce qu'il se voit de partout. Lui, il se voit de partout. Bon. Alors, le 7. C'est la petite Catherine qui vit des vacances super. Elle est petite, elle s'entend bien, il y a sa famille, il y a son grand-père. Et qu'est-ce qui se passe? Son grand-père fait une crise cardiaque et il meurt. Et là, donc c'est ce moment de joie qui est coupé. Et avant de mourir, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, je vous ai vraiment un exemple gros, mais pour comprendre un peu l'idée du 6, il lui dit, ma petite Catherine, surtout, profite. Voilà, profite. Donc, ça veut dire le 7, non, je disais quoi, le 6? Non, le 7, l'épicurien. Le 7, c'est en fait, la vie est trop courte, et il faut profiter, et la vie est trop courte pour tout faire. Donc il y a une peur, et c'est encore la peur, il y a une peur qui habite le 7, de ne pas avoir le temps de réaliser tous ses rêves et de faire toutes les choses qu'il aurait eu envie de faire dans sa vie. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va être à la recherche de plaisir, de fun, de choses sympas. Alors comme ça, vous pourrez vous dire, ce profil, moi ce que je me disais, mais moi j'aimerais bien, parce que je suis pas 7, mais je disais, moi j'aimerais bien être profil 7, franchement ça doit être vachement sympa, parce que toujours dans la joie, la bonne humeur, etc. Mais non plus, c'est un peu comme les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 7, c'est du bonheur de surface. Parce que comme ils font 1 million d'activités et qu'ils papillonnent de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite, en réalité, ce n'est pas un plaisir qui est approfondi. Parce qu'un 7 va avoir du mal à s'engager dans une action. Parce que s'il s'engage, ça veut dire que ce n'est pas plaisant. Il y a un moment donné, il y a des difficultés, il y a des obstacles.
Donc il a du mal à rentrer dans cette contrainte. Vous dites à un 7 le mot contrainte. D'ailleurs un 7, juste entre parenthèses, si vous avez un CV où vous avez fait à la fois du service et à la fois, je ne sais pas, de la comptabilité, puis un autre jour, enfin, plein de métiers qui n'ont rien à voir, aucun rapport les uns entre les autres, il est possible que ce soit profil 7, parce que le 7 va avoir du mal à pour lui, c'est s'emprisonner dans quelque chose. Approfondir un sujet, approfondir quelque chose, c'est s'emprisonner. Et oui, mais il pourrait y avoir, si je fais ça, je risque de louper ça qui peut être super. Et du coup, le profil 7 va avoir aussi du mal à aller voir la souffrance, ce qui est de l'ordre de la souffrance. Oh là là, non, un film triste et tout. Alors le 4, il va adorer regarder un drame, un film triste, torturé, etc. Le 7 va dire, oh là là, non, mais moi, donne-moi une comédie, qu'on se marre, ou un truc sympa, frais, qui soit, voilà, passer des bons moments. Mais ce qui est la souffrance, il ne va pas aimer. Donc relationnellement, un type 7, si c'est pour vous éclater avec lui, ça peut être un ami super, ça peut être même au niveau du travail, quelqu'un de super motivant, parce qu'il va avoir plein d'idées géniales. Il va dire, ah mais on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et on pourrait du coup le confondre avec un 3. Sauf que le 3, lui, va persévérer parce qu'il veut réussir à être le premier. Que le 7, il a plein d'idées géniales. Et puis dès que ça commence à devenir un peu chiant, il va faire autre chose. Et donc s'il se met en collaboration avec un 3, finalement c'est le 3 qui va bosser pendant que lui trouvera d'autres idées. Donc il va vraiment, voilà, il va pas trop s'engager. Donc au niveau relationnel, au niveau boulot, il va être dans un dynamisme qui est génial, qui est très nourrissant. Et en même temps, si vous n'allez pas bien et que vous commencez à lui raconter vos problèmes et à vous confier, vous allez vraiment ressentir qu'au niveau de la relation, il a décroché. Il a décroché et il n'arrivera pas à rentrer vraiment là-dedans. Et vous allez vous dire, c'est dommage, avec cet ami, je m'entends super bien, il y a vraiment plein de choses et tout, mais je ne me sens pas accueilli non plus complètement dans ce que je vis, dans mes problèmes. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas ou qu'il ne comprend pas ce que je vis à ce moment-là. Donc pour lui, ça serait intéressant en titre de développement d'aller voir ces zones-là et aussi d'oser s'engager sur du long terme pour pouvoir toucher qu'est-ce que c'est que le plaisir d'une vraie réussite, le vrai plaisir de s'être engagé à faire quelque chose pendant longtemps, d'avoir traversé des contraintes et de pouvoir goûter à une vraie réussite et non pas de la découverte. Parce qu'il y a vraiment cette gourmandise, oh, je vais faire de l'anglais mais en même temps j'ai envie de faire de l'espagnol et de l'italien, mais si, mais normalement je pourrais tout faire, il n'y a pas de problème. Mais en fait, au final, il ne sait ni bien parler italien ni bien espagnol, il se débrouille mais il ne sera pas expert dans le... voyez. Profil donc 7, donc là on était vraiment dans les profils d'ordre mental. Alors... au niveau physique, les 7 sont plutôt un physique plutôt fin en général. Parce que aussi sont plutôt un rythme rapide, donc un physique assez fin en général. Alors, type 8. Donc, type 8, le chef. C'est Jérôme, le petit Jérôme, qui est chez lui. Et qui a des frères et sœurs, des frères. Il a 2 frères et lui, c'est le plus jeune de la famille. Et les parents disent, avant de partir, ils disent vous ferez la vaisselle ensemble, vous rangerez ça et après vous pourrez jouer, etc. Enfin, ils donnent une consigne. Et qu'est-ce qui va se passer pour le petit Jérôme? C'est que quand les parents partent, les enfoirés, ils lui font faire tout le boulot, toutes les corvées, et il se fait dominer et exploiter par ses grands frères. Et là, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, les faibles se font bouffer. Donc plus jamais ça. Et mon but, ça va être d'être fort pour ne pas me faire bouffer par les autres. Donc la peur du 8, c'est la peur de la vulnérabilité. C'est ça qui va être fui comme la peste, la vulnérabilité. Et qu'est-ce qui va être recherché? De rétablir la justice, parce qu'il y a quand même des salauds qui profitent des plus faibles. Donc on va avoir des personnes qui vont avoir cultivé leur force, qui vont avoir un caractère bien trempé. Un type 8, il ne va pas trop être attiré par la communication non violente en général, parce que quand on a un type 8, vous vous dites, par exemple, j'ai fait un stage en communication bienveillante, non violente, et que vous allez vers lui et vous lui dites, voilà, quand tu as telle attitude, je ressens de la colère parce que pour moi, mon besoin... Écoute, t'accouches, tu me dis ce que tu as à me dire, quoi. Vous voyez, le type 8, c'est on ne va pas tourner autour du pot.
Hein, tu me dis ce que tu as à me dire et on y va. Voilà, tu n'as qu'à me dire que tu me... Donc, il va aimer ça parce que pour lui, il aura affaire à quelqu'un qui vaut le coup en face. Mais si la personne tourne autour du pot, pour lui, c'est pas clair. Donc, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. Hein. En général, les 7 aussi d'ailleurs, mais les 8 savent bien ce qu'ils veulent. Ils arrivent à prendre des décisions sans trop se poser de questions. Là, ils sont dans le centre instinctif. La réponse, elle est dans les tripes. Ils le savent, c'est comme ça qu'il faut faire. Protéger les faibles. L'injustice, un 8 va intervenir. Hein. S'il y a une injustice qui se passe, il va y aller. Mais dans cette peur de la vulnérabilité et cette recherche de justice, des fois, ça peut être leur justice à eux. Hein. Parce que les règles, ils ne savent pas trop ce que c'est. Et c'est leurs règles à eux. Et en plus, si ça change entre ça peut changer. Mais dans cette peur de la vulnérabilité, il y a vraiment un déni de la douleur. Ça veut dire que la douleur, ils ne vont pas ressentir un 8. J'aimerais rencontrer un 8 comme ça qui, en sport, s'était fait mal. Genre vraiment un truc, vraiment avec un plâtre et tout derrière. Hein. Ben, pendant toute la partie du match, il n'a pas senti qu'il s'était fait mal. Et il a terminé son match. Le type 8 est l'un des seuls profils à pouvoir autant se désensibiliser de la douleur au niveau physique. Donc il va se désensibiliser de ça, il va se désensibiliser au niveau émotionnel. Ça ne me touche pas, je m'en fous, c'est pas grave, etc. Donc c'est un petit peu brut. Hein. C'est un militaire, non? Militaire, voilà, ça peut être ça, tout à fait. On peut avoir du 5 en même temps. Alors, je vais parler des flèches après, mais vous allez voir que les profils sont reliés par des flèches et vous allez comprendre que en fait, les types, selon qu'ils sont en stress ou en sécurité, prennent des aspects d'un autre type. Donc le 8, oui, va prendre des aspects du 5. Très bonne remarque quand il est en stress. Parce qu'un type 8, quand il est en stress, vu qu'il n'a pas envie d'être vulnérable, il va rentrer dans sa grotte et il va parler à personne et il va digérer le truc et il va analyser comment il faut faire. Et là, il va se comporter comme un 5. Mais quand il est en confiance, il va y aller et il va vraiment soulever des montagnes. Hein. Il y a une énergie considérable. Donc, c'est le déni de la douleur, le déni de ses propres faiblesses. Un 8 ne voit pas le problème quand il parle. Il ne voit pas le problème. Donc, ça peut l'amener aussi des fois à être dans des échecs parce qu'il n'a pas pris en considération certains aspects. Et il va aimer se mesurer. Donc, il va aimer la bagarre, il va aimer les rapports de force. Et quand on s'engueule avec un 8, c'est pas grave. Parce qu'un 8, c'est une bonne engueulade, ça veut dire qu'on se considère. Et une fois qu'il s'est engueulé, c'est fini, il n'y a plus de problème. Le 6, lui, va continuer à tourner l'engueulade dans sa tête 1 million de fois. Et ce qu'il m'a dit, et nanana, mais je pensais bien que nanana, que le 8, au moins, s'est dit les choses et c'est fini. Par contre, effectivement, si quelqu'un lui fait une crasse et qu'il n'a pas le moyen d'évacuer sa colère tout de suite, vu qu'il est dans un centre instinctif, il peut vraiment avoir des idées de vengeance. Hein. Et il va avoir envie... le type 8 va avoir une envie de prendre une revanche sur la vie, de se venger, de prendre une revanche, de montrer qu'il était fort et qu'il aura réussi par rapport à tous ces gens qui n'ont pas cru en lui ou qui ont profité de lui. Il est attiré par comme il veut être fort, il va être attiré par les excès, beaucoup de sexe, beaucoup de nourriture. S'il boit, c'est qu'on se murge la gueule, mais sinon ça ne sert à rien de boire. Enfin, vous voyez, j'exagère, mais voilà, les excès. Donc voilà, avec les 8, il faut y aller cash et il faut lui montrer en face une certaine force pour que du coup, ils soient en confiance aussi. C'est quelqu'un qui va quand même, quand il a des responsabilités, il va vraiment bien les assumer hein, aussi, hein, les responsabilités. Des questions? Alors oui, non, juste au niveau physique, ils vont ressembler à des 3 assez costauds hein, quand même. Oui. Quand tu parles d'avoir en face, quand tu vas avoir du répondant, ça va lui inspirer le respect ou ouais. Plutôt ça va lui inspirer le respect. Moi, je sais qu'avant que je fasse l'énagramme, je ne connaissais pas, donc je donnais des cours et je ne connaissais pas bien sûr tous les profils, je ne savais pas. Et ça m'a beaucoup aidé par exemple sur des élèves 8, parce que souvent, alors soit un 6,
soit un 8 qui, par exemple, en cours, je vais avoir des élèves qui, au début, vont tester l'autorité un petit peu. Donc, le 6 va faire des remarques acerbe. Ou un 4 peut faire ça aussi pour se démarquer, mais lui, ça sera plus pour se démarquer. Mais pour un peu tester, ah ouais, tiens, il nous dit qu'il fait du développement personnel. Attends, mais si je vais aller le gratter un petit peu là, comment il réagit? Le 6, ça va être du test et de la rébellion à l'autorité. Et le 8, il va s'imposer. Et avant que je connaisse l'énagramme, j'avais tendance à leur faire de la communication non violente, mais c'était chaud parce que ça ne marchait pas du tout. Alors qu'en fait... Non, mais enfin, oui, pour eux, c'est bon, bah, ça, ce formateur, il tient pas la route, quoi. Et ce qu'il n'aime pas, le 8, c'est de perdre la face. Donc maintenant, quand je repère un type 8, je lui fais pas trop perdre la face pour pas qu'il se venge après, parce que sinon, voilà. Mais je donne du répondant. C'est-à-dire, je vais vraiment publiquement lui dire « Hé, tu te crois où, là ? Tu as vu ton attitude ?» C'est-à-dire, je ne vais pas du tout, et ceux qui apprennent la communication non violente vont se dire qu'est-ce qu'il nous fait d'un coup. Mais oui, mais je fais ça avec un 8. Vous voyez, alors, par exemple, avec un 2 ou un 4, je ne m'y prendrais pas pareil. Ou un 1 non plus. Un 1, je lui ferais... Non, le 1, en plus, je n'aurais pas besoin de lui dire. Il aurait remarqué déjà tout ce qui ne va pas chez lui. Donc, En fait, il faudrait que les profs aient ce type de formation. Comment? Il faudrait que les profs aient ce type Ah, de mais formation. c'est sûr. C'est 30 élèves avec autant de types. Ah, mais c'est génial, parce que c'est vrai, mais même pour les managers, les profs, dès qu'on est en relation, On est déjà enfant. ou même dans la vente, enfin, tout ce qui est les métiers qui sont en ordre avec le relationnel, le fait d'avoir ces connaissances, ça aide énormément, parce qu'on adapte les attitudes pour pouvoir correspondre à ce que ça puisse bien se passer. Et donc, j'ai un 8 comme ça en cours que j'avais recadré comme ça, mais vraiment, du coup, ça se passe super bien, quoi. Enfin, du coup, ça... Parce que le 8 après, par contre, voilà, quand il vous fait confiance et tout, vraiment, il est, comme on dit en PNL, il match, c'est-à-dire vraiment, il va avoir le positif. Et j'avais un autre 8 comme ça en cours et je me disais, ah oui, c'est vraiment un 8. On commençait, il faisait, je me sens bien là, je me sens bien. Ah, je suis bien aujourd'hui. Et toujours le déni, parce que d'ailleurs, même quand il était dans la difficulté sur certains exercices en PNL, je lui donnais un feedback négatif sur certaines choses qu'il n'avait pas compris dans le cours. Il me disait, j'ai compris. J'ai compris. Je disais non, il n'a pas compris. Là, il est dans le déni, il n'a pas compris. Et à chaque fois, il disait je suis bien et tout. Et ouais, il avait vraiment fallu que j'insiste énormément pour qu'il voit ses points faibles parce qu'il ne les voyait pas. Et j'ai eu un autre 8 un jour qui a carrément, en allant visiter ses points faibles, il s'est mis vraiment à pleurer, donc assez rare. J'ai pris une photo, je vous montrerai. Non, je rigole. Non, mais assez rare parce que en fait, ce qui se passe, qu'il faut comprendre, c'est que chez les 8, en réalité, pourquoi il y a une carapace comme ça? Mais parce que derrière, en fait, ils sont hyper sensibles, en fait. Hein. Et ils compensent leur sensibilité par aussi cette carapace. Hein. Plutôt des gens en général enveloppés, costauds, forts ou un peu enveloppés. L'image un peu de Pardieu, je trouve, qui symbolise bien le type 8. Voilà. Mais aussi dans le comportement, vous voyez, dans les rôles qu'il a. Ceci dit, je connais une 8 qui est fine vraiment comme ça. Hein. Petite, fine comme ça et tout, mais elle y va. Elle y va. Donc on voit bien que c'est type 8. Ah oui, c'est ça que je voulais dire sur le type 8. Il peut aimer, comme il aime ses rapports de force au niveau relationnel, il va chercher à se mesurer. Donc ça veut dire qu'il peut envoyer des pics, faire mal un peu, mais il faut qu'au niveau relationnel, la personne montre qu'elle est costaud, mais pas plus costaud que lui, parce que sinon il voudra se venger. Donc un peu moins costaud que lui, mais quand même costaud pour que ça vaille la peine d'entrer en relation avec cette personne. Parce que si la personne est trop faible, si c'est dans son entourage éloigné, il va être dans son obsession de justice, de vouloir protéger les faibles. Ça, il y sera pour une personne éloignée. Mais pour ses proches, si c'est ses proches, il ne faut pas qu'il soit faible, ses proches. Parce que sinon, lui, il est en danger parce qu'il s'entoure avec des gens faibles. Donc les proches, il va être assez rentre-dedans avec eux, en considérant qu'ils peuvent encaisser. Et eux leur disent, les proches du 8 disent, mais tu fais mal là. Mais non! C'est pas parce que je te dis que t'es moche parce que tu ne sais pas t'habiller que... Vous voyez, un 8 ne va pas vous dire oh, c'est original comme tu t'habilles. Il va dire non, franchement, là, comment tu t'habilles, c'est moche, quoi. Voilà. Il y a l'aspect entier hein, chez le 8, intègre, entier, qu'on va vraiment reconnaître. Alors, le 9, toujours donc dans l'instinctif. Philippe est un petit garçon
qui a ses frères avec qui il s'entend bien, ses parents, et ses parents disent à Philippe, quand on partira de la maison, vous n'avez pas le droit de partir. Et quand les parents partent, les frères disent à Philippe, allez, on fait les 400 coups, on part. Et là, en fait, Philippe se retrouve coincé parce qu'il adore ses parents, mais il adore aussi ses frères. Et il se retrouve face à un choix qui est impossible à faire, parce que s'il obéit à ses parents, et bien du coup, il se met ses frères à dos. Et s'il obéit à ses frères, il va se mettre ses parents à dos. Alors ça peut être aussi, par exemple, les enfants, un enfant qui est avec des parents divorcés. Si je veux dire que je préfère que c'est maman qui me garde, je vais me mettre à dos papa. Et si je veux dire à papa que... Enfin, voyez. Donc, il se retrouve coincé. Donc, le 9 est dans cette volonté, dans son fil, de vouloir trouver surtout des solutions pour que tout le monde soit content. Parce que si tout le monde est content, ben, au moins, c'est comme ça que je pourrais être aimé. Parce que sinon, ben, en fait, je vais pas être en lien avec les autres. Donc, ça va être des personnes qui vont vouloir calmer les conflits. Et fait intéressant, le 9 est le profil qui est dans l'instinctif, donc dans la colère, et qui, au niveau de l'énéagramme, a en réalité un véritable volcan à l'intérieur. Ça veut dire que ce sont des personnes qui, en termes d'énergie, ils pourraient vous démonter un mur, quoi. Si vraiment un 9 il se met en colère, il peut vraiment... c'est un bulldozer. Mais étant conscients de leur puissance intérieure, ils passent leur vie en voulant préserver les conflits et surtout, ils ont peur de leur propre puissance, de leur propre énergie. Ils passent leur vie à... Donc souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du yoga. Ils font du yoga, ils font des trucs, voilà, communication non violente. Voilà. Et en fait, c'est des gens hyper calmes et on a l'impression qu'ils sont hyper calmes. Mais en réalité, énergétiquement, ils étouffent, ils étouffent, ils étouffent, ils étouffent. Ils ne font que étouffer leurs choix, leurs envies, tout ça, parce qu'ils ont peur que ça pète. Donc, un 9 qui va vraiment être super médiateur, qui va trouver des solutions pour que tout le monde s'entende bien, être d'une vraie écoute, etc. Si vous lui dites, et toi, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, et vous voulez quoi? C'est-à-dire que le 9 va toujours se ranger de manière à ce que son opinion ne crée pas de problème et que ça aille bien avec tout le monde. Donc de la difficulté à connaître ses choix, de la difficulté à gérer ses priorités. Et le 9, il fait ce qui s'appelle la narcotisation. C'est-à-dire qu'il va un peu s'endormir dans une espèce de routine, des habitudes. Et quand les autres veulent lui dire « j'aimerais qu'on parle de ce sujet qui peut être un sujet conflictuel », la façon de narcotiser, ça va être « non mais là j'ai pas le temps parce que j'ai de la cuisine à finir » ou « j'ai pas le temps parce que j'ai ça à faire ». C'est-à-dire qu'ils vont détourner leur attention pour éviter un conflit potentiel des choses importantes et des choses prioritaires. Ce qui va générer 2 fois plus de conflits. Et qui vont donc les renforcer dans l'idée qu'il faut éviter le conflit. Donc du mal à gérer leurs priorités. Ouais. Une fuite, tout à fait. Vraiment une fuite par rapport à ça. Ils vont avoir énormément de mal à connaître leur choix. Donc c'est intéressant avec les types 9. C'est quand on les repère, avant de demander l'avis à tout le monde, on commence par demander à un type 9. Et toi, alors tu en penses quoi pour qu'il se positionne et que les autres s'expriment après? Parce qu'on sait que si on ne commence pas par lui, il ne va pas nous dire ce qu'il pense vraiment. Parce qu'entre-temps, il se sera rangé et même il sera sincère. Hein, il se sera mis de l'avis des autres. À quel type, à votre avis, ça vous fait penser un peu comme ça dans ce que j'ai expliqué, à qui ça pourrait vraiment ressembler? Aux 2, exactement. Énormément de difficultés à pouvoir différencier entre un 2 et un 9. Quelle va être la différence? C'est souvent au niveau de la motivation. Un 2 va chercher l'attention, la reconnaissance par la séduction. Le 9, il n'est pas du tout là-dedans. Le 9, lui, c'est surtout évitons le conflit, faisons en sorte que ce soit calme et que tout le monde s'entende bien. Mais effectivement, ces 2 profils ont en commun le fait d'être dans une négation de soi et de s'oublier. Le 9 peut être aussi très têtu, hein, par contre, quand il s'est décidé. Hein. Pourquoi? Parce que ça lui a demandé tellement d'énergie de se décider que le jour
où il s'est décidé. Si vous revenez et que vous lui dites non mais on va changer l'organisation, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah non mais je m'en fous. Je m'en fous. Je continue. Oui mais là tu es en train de te planter. C'est pas grave, c'est pas grave. Et il va persister dans son erreur. Donc il va avoir du mal à faire demi-tour. Parce que voilà, c'était long à mettre en route. Hein. C'est la paresse chez le 9 qui l'habite au niveau des émotions. Et par contre, alors intéressant, donc le 9 a du mal à se trouver dans l'énagramme. Hein. On lui dit t'es quel profil? Moi je me vois un peu partout. Hein. Donc il se voit partout. Et alors c'est marrant parce qu'en plus, dernièrement en formation, j'ai eu une élève qui avait fait l'énagramme et elle a vraiment été 9, c'était flagrant. Et alors je lui disais, tu te vois en quoi? Elle me disait tous les profils sauf le 9, alors que vraiment au niveau de plein de choses qu'elle racontait et tout, c'était vraiment ça. Mais et oups. Alors le 9 aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire à 9, quand est-ce la dernière fois que tu t'es mis en colère? Si ça date il y a plus de 2-3 semaines, généralement voilà, le 9 ne se met pas en colère, hein, c'est très rare. Par contre, le jour où le 9 se met en colère, alors là, on s'en souvient, parce que c'est vraiment un volcan qui pète. Hein. J'ai un beau-frère, on va dire, comme ça, qui avec sa copine, qui est de type, j'hésite entre 2 et 8, parce qu'elle a un côté très être dans l'attente des autres, mais dans l'aide aux autres, mais un côté très aussi rentre dedans, et qui lui en met plein la tronche tout le temps, et lui c'est vraiment la bonne patte, elle lui en met plein la tronche, elle lui en mettait plein la tronche, plein la tronche, plein la tronche, et un jour, il lui a carrément décollé une tarte, quoi. Et donc, c'était... Et lui-même ne s'est pas reconnu, et voilà. Parce qu'en fait, il avait étouffé, et à un moment donné, c'est... Voilà. Donc le 9, il peut vraiment sortir de ses gonds, et là, il pourrait devenir violent et tout. Et comme il sait sa violence, c'est aussi pour ça qu'il cherche à étouffer tout ça. Alors, oui. Alors physiquement, les 9 plutôt mésomorphes, c'est-à-dire plutôt avec des formes rondes, tendance à prendre du poids parce qu'il y a cette inertie, cette énergie d'inertie qui est là. Donc il y a une tendance à accumuler du poids. Pas chez tous les 9, hein, bien sûr, hein, pas chez tous les 9, mais il y a quand même cette tendance-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit en réalité? C'est que quand on connaît les profils, bon là je vous ai vraiment fait un résumé rapide, hein, mais qu'en fait ce sont donc des fonctionnements qui d'un côté ont des avantages, mais en fait on voit que souvent ça part d'une souffrance et que la réalité n'est filtrée qu'à travers ça. Et d'ailleurs c'est vraiment très très intéressant parce que quand on s'est trouvé dans l'énagramme et qu'on étudie vraiment ça, moi j'ai réalisé hein, quand je me suis trouvé, je ne vous dirai pas, mais quand je me suis trouvé, vous avez votre petite idée. Quand je me suis trouvé, je n'avais pas mesuré à quel point c'était constant. C'est-à-dire, c'est intéressant l'observateur intérieur de se dire régulièrement dans la journée, par exemple, je fais sonner mon réveil ou mon téléphone et je me dis tiens, où était mon attention à ce moment-là? Et vous allez observer que votre champ d'attention est automatiquement régulièrement sur les mêmes préoccupations du profil. Donc ça veut dire que la personnalité nous limite en réalité. Et qu'une démarche de thérapie, de développement personnel, en tout cas une démarche pour soi, alors dans le management, mis à part dans le management, le manager va bien sûr s'adapter selon les profils pour tirer le meilleur des personnes avec qui il travaille, mais sur un autre niveau, le niveau thérapie, développement personnel, ça va être bien sûr de ne pas renforcer un mécanisme de défense et d'aller au contraire travailler sur les autres aspects qu'on connaît moins. Par exemple, un 9 va avoir besoin d'aller vraiment travailler sur l'aspect d'aller s'affirmer, vous voyez, par exemple. Et pour vous témoigner, en coaching, qu'est-ce qu'on voit? Mais souvent, quand on n'a pas fait ça, et c'est pour ça que dans ma formation de coach, j'ai les outils PNL, hypnose, je forme les gens à ça, mais pourquoi je les fais passer par l'apprentissage de l'outil comme l'énagramme ou l'analyse transactionnelle, c'est parce que, comme je l'ai expliqué à mes élèves, les gens vont venir en consultation en vous demandant
de renforcer leur mécanisme de défense. Par exemple, vous allez avoir un 1 qui va venir et qui va vous dire en consultation « Je suis très anxieux, je suis quelqu'un de très anxieux, pouvez-vous m'aider à ce que je puisse faire un travail qui soit mieux fait ?» Puisque sa préoccupation, c'est ça. Un 7, quand il va faire du développement personnel, il va aller s'inscrire à des stages de clown. Ben oui, c'est génial, on rigole, on s'amuse, poète, on s'éclate. Mais ouais, non mais... oui, ça ira bien à un 4 qui est dans le drame d'aller faire du stage de clown, mais ça ne va pas l'attirer, un 4. Pourquoi? C'est ridicule, ces gens qui se marrent entre eux. Moi, je suis quelqu'un de profond. Donc un 4 va être attiré dans du développement personnel pour aller faire du théâtre, à jouer des rôles dramatiques. Vous voyez? Un 9 va être attiré par faire du yoga et de la méditation. Vous voyez? Un 2 va être attiré pour aller faire des choses qui puissent être utiles aux autres pour pouvoir mieux les aider. Et quand toutes ces personnes vont consulter, qu'est-ce qu'ils vont demander? Ils vont demander qu'on leur apprenne à faire un peu plus de ce qu'ils savent déjà faire et qu'ils font constamment. Parce qu'ils pensent. Et c'est pour ça que le profil, il est assez important. Parce que pour chacun d'entre nous, quand on a un profil, c'est qu'on est convaincu que c'est une stratégie de survie. Ça veut dire que si je n'ai pas ma personnalité, dans le monde dans lequel je vis, je ne pourrais pas survivre. Ma personnalité me protège pour survivre. Donc si on me l'enlève, c'est terrifiant. Donc quelqu'un qui fait une démarche de développement va généralement, dans vraiment 80% des cas, demander à ce qu'on lui renforce son mécanisme de défense, alors qu'en fait c'est carrément l'opposé qu'il faut faire. D'où l'importance, je trouve, dans cet outil, de vraiment arriver à être dans une connaissance de soi et se dire, mais si dans ma vie je vis des résultats qui ne me conviennent pas, ben c'est peut-être aussi parce que j'ai développé des stratégies qui étaient toujours dans ce même genre de comportement et qu'il faudrait peut-être que j'aille visiter ce qui ne m'attire pas. Par exemple, un 7, il aura résolu son problème le jour où il pourra trouver une équivalence de mérite à ce qui est nouveau et plaisant que ce qui est de l'ordre de l'engagement et de la contrainte. Et vous allez dire à un 7, engagement, contrainte, c'est rejet tout de suite. Engagement, contrainte. Et vous allez avoir le 1 qui va lui dire la contrainte permet de pouvoir se renforcer, être plus fort et s'engager, au moins c'est fiable, tu peux vraiment te poser et tout. Et le 1, vous allez lui dire bah oui, mais apprends à te faire plaisir. Plaisir quand le travail sera fini? Non, mais ton travail sera beaucoup mieux quand tu te seras ressourcé et que tu seras moins en stress, justement. Vous voyez? Et du coup, si vous faites du coaching pour des couples, je ne sais pas ce que vous en faites, du coup, par rapport à ce type de personnalité... Alors, pour les couples, ça va être de voir déjà comment ils fonctionnent entre eux, parce qu'il y a des ressemblances et il y a des choses qui sont carrément antagonistes. Et en fait, c'est pas comme de l'astrologie où on va dire tel profil ira mieux avec tel signe, pas du tout. Il n'y en a aucun qui va ensemble. Et en même temps, ils vont tous ensemble. C'est-à-dire que chaque paire, pour des couples, va relever vraiment son lot de défis et son lot de choses sympas. Mais il va y avoir vraiment des défis partout. Vous mettez un 2 avec un 5, le 5, il en a marre que le 2 vienne lui demander ce qu'il veut. Non, laisse-moi tranquille, je ne veux pas, je veux être tranquille. Oui, mais moi, le 2, je veux des signes de reconnaissance. Donc, j'aimerais que tu me donnes tes émotions et que tu me dises un petit peu que tu m'aimes, que tu me donnes... Alors que le 5, il a du mal avec ça. Vous voyez? Donc, le 2 va penser que le 5 est un sale égoïste. Et le 5 va penser que le 2 est un sale intrusif, comment on pourrait dire, comment? Emmerdeur, intrusif, laisse-moi tranquille, j'ai mes affaires, etc. Tous les profils vont... Et l'idée de l'énagramme, c'est par la connaissance de ça, de pouvoir se dire, ah, par exemple pour un 2, de se dire, ah non, mais en fait, c'est pas du tout que c'est un égoïste. C'est qu'en fait, là, il est saturé d'informations et il a besoin de temps et du coup, ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas parce qu'il ne me parle plus que ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Voilà. Oui? En fait, tous ces profils, ce ne sont que des écueils. Donc, quel est l'intérêt de tomber dans un autre écueil? Enfin, il faudrait peut-être être au centre du cercle, c'est-à-dire être le plus éloigné possible de ces écueils. Oui. Alors, quand on travaille justement sur le profil, quand on s'en éloigne,
Du coup, ça va nous permettre, en énagramme, on appelle ça, donc les profils sont la personnalité, et ensuite on appelle ça l'essence, c'est-à-dire le vrai moi, qui est effectivement au centre. Et le vrai moi au centre, en fait, il est un tout, c'est-à-dire que c'est un cercle. Et si vous voulez, l'être humain, en tout cas dans un courant humaniste en psychologie qui considère que l'être humain a les ressources à l'intérieur de lui, l'être humain a toutes les ressources. Et d'ailleurs, on pourrait se retrouver dans certains aspects de notre vie, dans tous les profils. Mais ce qui fait que l'énergie, le profil dans la personnalité, c'est que l'énergie reste bloquée dans un type de fonctionnement précis qui nous empêche d'aller visiter les autres. Donc souvent, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que je pourrais apprendre des gens qui sont très différents de moi dans leur fonctionnement, d'apprendre à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent pour se dire tiens, en quoi est-ce que je pourrais m'enrichir à pouvoir peut-être assouplir ma personnalité, à pouvoir fonctionner un petit peu différemment. Et du coup, m'ouvrir à beaucoup d'autres types de fonctionnement et arriver à me connaître, tout à fait. Oui. Je fais un aparté, moi je suis dans le management. Ouais. Quand on a 2-8 qui sont en conflit, la meilleure solution c'est de s'imposer. Ah purée. 2-8 en conflit. Mais comme il y en a un qui doit forcément gagner. Alors, non, parce qu'ils vont être dans un rapport de force, mais il va falloir qu'ils aillent voir, parce qu'ils sont quand même dans une recherche de justice. Donc, il faudrait arriver, si tu as 2-8 qui sont en conflit, à voir en quoi est-ce qu'ils peuvent avoir des points communs dans leur conflit. C'est-à-dire, ce que tu défends, ça répond à quelle valeur et à quel besoin. En quoi c'est important pour toi et tu le fais me remonter comme ça sur plusieurs niveaux. D'accord, et si tu réussis ça, en quoi pour toi c'est important? D'accord, et toi, vas-y, et tu les fais s'exprimer jusqu'à trouver un objectif commun. Parce que quand on remonte sur les échelles de valeur, généralement on trouve un objectif commun. Et après, c'est de les regarder et les enfermer. Les gars, mais alors en fait, vous voulez la même chose, c'est juste que vous ne vous y prenez pas de la même manière. Mais ce que vous voulez, c'est la même chose. Ah! Et s'ils commencent à percuter qu'ils veulent la même chose, ils vont mettre leur énergie dans la coopération plutôt que dans la confrontation. Donc, c'est pas de dire, surtout pas de dire « toi t'as gagné, toi t'as perdu », c'est de faire en sorte que les 8 se mettent à coopérer ensemble. Je ne sais pas si ça te donne une piste. Une sorte de médiation, mais sans être milieu. Ouais, voilà. Tu y vas, voilà. Oh, les gars, voilà, qu'est-ce que tu veux? Bah, vas-y, dis ce que tu veux, voilà. Tu le fais monter. D'autres questions? Oui. Le tempérament naïf, il s'inscrit plutôt dans quelle typologie de profil? Ah, beaucoup. Alors, parce qu'on retrouve. Alors, je dirais naïfs, ils peuvent être tous naïfs selon. La naïveté, c'est quand je ne sais pas quelque chose et que je me fais avoir par ce que je crois ou je ne sais pas. On peut retrouver ça un petit peu partout selon les préoccupations. Donc. J'aurais quand même la naïveté, un peu moins pour le 6 hein, quand même, hein. Mais j'aurais tendance à dire quand même, peut-être plus dans les profils émotionnels, mais je peux pas être sûr. Oui. En fait, je voulais savoir, pardon mon accent, je ne sais pas si vous comprenez. Bon, ces cartes-là, il est basé sur, comment dire, est-ce que c'est basé toujours sur la même France? Il y a un component génétique voilà, pour déterminer toutes les personnalités différentes. Oui. Est-ce que ça joue aussi la génétique? Est-ce que je alors, c'est intéressant cette question. Donc, quelle est l'influence de la génétique? Tu me parlais de la France, de la culture peut-être aussi, du pays dans lequel on est ou pas? Il y a un choc en France, j'ai pas compris. Un choc, j'ai pas compris. C'est pas la France, dans l'enfance, j'ai compris la France. Ok. Les avis des psychologues sont assez différents là-dessus. Certains disent que c'était inné chez la personne dans son caractère parce qu'ils ont observé au niveau de l'énagramme, c'est beaucoup d'études. Hein. Il y a même je sais plus, c'était à Santa Cruz, il y a même une université qui enseignait ça au niveau psychiatrie, vraiment, parce que je vous en ai pas parlé, mais ils ont tous, en psychiatrie, ils ont tous des choses au niveau des pathologies qui sont spécifiques sur les profils. J'ai pas parlé des pathologies, mais je pourrais vous faire un petit tour des pathologies.
soit c'est inné chez la personne, parce qu'on peut avoir des jumeaux qui ont eu la même éducation, mais qui ont des profils complètement différents. Mais dans leur sensibilité, eh ben, face à un comportement en face, c'est leur sensibilité qui fait qu'ils ont vécu ça comme une blessure, alors que pour l'autre, c'en était pas une. Et d'autres disent que c'est la blessure et le vécu qui a créé le profil. On ne sait pas. Est-ce que c'est pas lié aussi à, je ne sais plus les termes, au type de nos parents? Non, alors effectivement, ça peut avoir une influence, le type du parent. Par exemple, on peut avoir une personne qui a eu une éducation en 2, par exemple par une mère 2, mais qui est 6 par exemple, ou 4, mais c'est juste son éducation qui lui a dit qu'il fallait faire telle ou telle chose, mais sa motivation première n'est pas du profil 2. Donc on a l'influence de l'éducation, on a aussi, je parlais des pays, l'influence culturelle selon les pays. Les pays ont des énéatypes. Par exemple, nous en France, on est une culture 4 en énéatype, qui part sur du 6 quand même. Mais on est à la base beaucoup sur du 4 avec Paris, le romantisme, Moulin Rouge, vous voyez, l'esthétique, la couture, le romantisme, les quais de Paris, voilà, Piaf, etc. C'est culture 4. Ou d'ailleurs dans cette culture 4, le peuple français, le 4 qui est dans le fait de vouloir être différent et dans l'insoumission, les autres cultures nous disent « Ah oui, vous êtes bien des 4 parce que vous savez mieux que les autres, mais vous voulez quand même être différent, vous ne voulez pas faire comme tout le monde. » Dans cette culture française. On va avoir le Canada, l'Inde qui sont plus en culture 9. On va avoir le Brésil, c'est 7. Le Brésil, vous voyez, selon les pays, on va avoir la Suède ou la Norvège, je ne sais plus, c'est les pays en tout cas du froid, c'est une culture plus 5 par exemple. On va avoir la Suisse en culture 1 avec l'horlogerie, arrivée à l'heure, les rues propres, bien rangées, vous voyez. Donc on a des cultures. Des influences culturelles, mais quand même, on a tous un profil quand même, un profil de base qui est là. Alors l'énéagramme, ce qui est intéressant pour vous partager comment ça s'apprend bien sûr en lisant des livres, il y a plein de livres qui sont bien. Il y a plusieurs écoles dans l'énéagramme. Moi, j'ai été formé par la tradition de Hélène Palmer et David Daniels, donc la tradition orale. Il y a des écoles qui disent que les flèches, il faudrait suivre le sens des flèches pour évoluer. Bon, après, toutes les écoles ne sont pas d'accord là-dessus. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus en tout cas. Mais comment est-ce que ça se fait? Alors, lire des livres, c'est sympa, mais c'est vrai que les formations, moi, j'ai trouvé que c'était bien parce que dans la tradition orale, en fait, l'enseignant explique les profils, mais ce sont les élèves qui, en fait, font l'enseignement dans le sens où ce sont par des panels que ça se fait. C'est-à-dire, souvent, c'est des grands groupes ou des personnes, à part un module 1 en énéagramme qui est 2 jours où on apprend bien les fonctionnements des profils. Et par exemple, sur un module 2, les personnes se disent, par exemple, quelqu'un va dire, moi je me suis reconnu dans le type 3 et va passer dans un panel, donc un grand groupe où il va y avoir plusieurs personnes qui se reconnaissent en 3 et qui vont témoigner. Donc le formateur, c'est un peu comme c'est mon choix, je ne sais pas si vous avez vu, ça me faisait penser à ça en formation. Chacun a des questions et il parle. Ils racontent leur expérience, comment ils vivent les choses, qu'est-ce qu'ils font. Et les participants en face qui ne sont pas type 3 leur disent, par exemple, sur un panel de 3, et alors comment je m'y prends si, par exemple, au travail, j'ai quelqu'un comme toi, comment tu réagis, etc. Et c'est les personnes qui témoignent. Et des fois, quand on se met dans un panel, moi, c'est vrai que moi, je me croyais 3, mais bon, bref. J'étais avec des 3 et alors en fait je m'étais rendu compte que vraiment je me disais mais qu'est-ce que je fous avec eux, c'est pas du tout ça. Et après j'ai vu un autre panel, bon, je suis 4, bon bref. Je me suis vu dans le panel des 4 et j'ai dit oh putain, pardon, oh purée, là ça m'a, quand ils parlaient de leur vie, il y avait vraiment un truc qui m'a fait vraiment tilt. Et après bon, j'ai témoigné avec des 4 et ouais, c'était. Donc c'est par les témoignages, c'est vraiment intéressant parce que si on rencontre beaucoup de gens différents,
Et par la rencontre en direct humaine, on apprend et après on peut apprendre aussi à repérer les profils, etc. Donc voilà, vraiment, vraiment intéressant. J'ai encore de la place pour une ou deux questions. Je regarde l'heure parce que je ne voudrais pas trop déborder. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah si, j'ai déjà débordé. Il y a de la place pour une question alors. Vous pouvez donner les profils psychologiques? Ah, un petit tour sur les profils psychologiques. Alors, le perfectionniste va être dans les pathologies, hein, c'est ça. Il va tomber dans des cas de stress extrême, hein, dans le obsessionnel compulsif. Des gens qui vérifient sans arrêt ce qu'ils ont fait. L'altruiste, c'est le profil de l'hystérie au niveau du débordement émotionnel. Lui, le 3, c'est le... Il y a le narcissique chez le 3, mais qu'on retrouve aussi chez le 7. Le 4, il va être dans plutôt le masochisme, en fait, dépressif masochiste. Sympa. Vous comprendrez pourquoi je ne voulais pas le dire. Hein. Bon, bref. Il y en a un livre comme ça sur les pathologies en énéagramme qui est fait par Claudio Naranjo et qui s'appelle Caractère et névrose en énéagramme. Il est très bien là-dessus. Mais beaucoup de vocabulaire psy, donc il faut arriver à suivre. Le 5, c'est du schizoïde, ça veut dire un repli sur soi complet. Le 6, ça va être la paranoïa, bien sûr. Le 7, c'est le narcissisme. Le 8, c'est le sociopathe. Donc, ne respecte plus aucune règle, n'en fait qu'à sa tête. Et sociopathe et sadisme aussi. Hein. Le 8 peut être dans le sadisme, vouloir aimer faire mal. Et le 9, il est aussi dans la dépression. Hein. Il a un caractère aussi qui peut être dépressif aussi. Comment ? Le 7, c'est le narcissisme. Schizoïde, repli sur soi. Un peu une forme d'autisme en fait. C'est-à-dire que la personne se renferme de plus en plus et elle arrive de moins en moins à pouvoir communiquer, à rentrer en contact avec l'autre. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est se dire en cas de stress dans quoi on peut tomber. Ça fait peur. Ça fait peur. Le 7, c'est narcissisme. Narcissisme, d'ailleurs, le 7, c'est vraiment, mais moi, je suis génial, je suis quelqu'un d'absolument génial et le 7, il y a un petit côté chez le 7, il ne va pas avoir envie de la contrainte parce qu'il estime que non, il est au-dessus de ça et qu'il n'a pas à payer le même prix que les autres, par exemple, que lui, il a le droit d'être réduc, rien que parce qu'il est sympa et qu'il est génial et que ça va être une chance pour les autres de l'avoir en formation, par exemple. J'ai déjà entendu un 7 me dire ça. Moi, tu pourrais me faire une réduc? Ah bon, mais pourquoi? Parce que c'est une chance pour toi de m'avoir en formation, je vais apporter de la joie, je suis pétillant, etc. Ça, c'est passionnant en tout cas, vraiment, c'est vraiment intéressant. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, je donne un stage de 2 jours la semaine prochaine. Mercredi et jeudi, sur 2 jours complets, de 9h à 18h, enfin avec une pause d'1 heure entre 13h et 14h. Voilà, si vous voulez vraiment approfondir ces profils, plus vous découvrir. J'espère que vous ne vous êtes pas trouvés, sinon c'est trop simple. Mais que vous allez vous poser des questions et vous dire, tiens, pour pouvoir vous observer, et puis en vous observant, peut-être arriver à mettre le doigt sur vos zones d'ombre. Donc, on n'a pas eu le temps de faire les liens entre les profils, c'est dommage. Les liens, c'est-à-dire au niveau des flèches. Ouais. Les flèches, ça va être un peu compliqué, mais brièvement, pour faire simple, les profils, alors il y a des écoles qui disent que les flèches ont un sens. Par exemple, quand le 1 est en stress, il va partir en 4. Et quand il va bien, il va aller à l'opposé, donc il va aller en 7, il va se faire plaisir. C'est pas toujours vrai. Moi, j'ai vraiment expérimenté que ça dépend des gens. Il y a des 1, ils vont stresser en 7, il y a des 1, ils vont stresser en 4, donc moi, je ne crois pas les livres qui vont vous dire les flèches ont un sens. Pour moi, vraiment, de tout ce que j'ai observé, c'est faux. Et moi qui suis 4, je sais que je stresse en 1 et je me détends, je me repose en 2. Alors que normalement, les 4 stressent en 2 et se détendent en 1. Bon, à moins que je sois un 4, pas comme les autres.
C'était fait exprès parce que les 4 n'aiment pas être comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment vu qu'il y avait vraiment des différences. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en cas de stress ou de détente, les profils changent et ils prennent les caractéristiques des profils dans le sens de la flèche. Donc ça peut donner des idées. De se dire, tiens, je me suis vu là-dedans, mais je vois qu'il y a une flèche qui relie ce profil. Il y a les ailes aussi. Alors les ailes, c'est les profils qui sont aux alentours. C'est-à-dire que généralement, on a développé une aile plutôt qu'une autre. Par exemple, on peut avoir un 3 qui est battant, qui veut réussir, mais réussir en aidant les autres. Ou un 3 qui veut réussir, mais par quelque chose qui le démarque. Donc il aura plus développé son aile en 4. Vous voyez ? Donc voilà, on peut avoir des influences de cette manière aussi qui se font. Bon là, l'idée c'était vraiment de vous présenter de manière générale. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je vous ai donné des téléphones. Le téléphone inscrit, le dernier chiffre est faux, donc n'appelez pas la personne, elle doit en avoir marre. Mais le site est bon par contre, le site sur vos stylos. Merci à vous, bonne soirée. Voilà, merci.